Le groupe de héros vient de réussir à sceller le Seigneur Démon, mais même s'il s'agit d'une victoire monumentale, à moins qu'ils ne parviennent à le vaincre une fois pour toutes, le monde sera toujours en danger d'être détruit. Ils se sentent tous coupables de ne pas avoir pu mener à bien leur mission, mais leur chef leur dit qu'il y a encore de l'espoir car il est certain qu'un jour, dans le futur, un nouveau héros apparaîtra pour perpétuer leur héritage et achever définitivement le Seigneur Démon. Plusieurs années plus tard, le groupe de rang à Thunderpike est au milieu d'un raid dans un donjon public. Pendant que les deux combattants attaquent, les utilisateurs de magie commencent à lancer leurs sorts et, grâce au buff de Yuka, la supportrice du groupe, ils parviennent à abattre une hydre en un temps record. Individuellement, les membres de Thunderpike sont déjà très forts, mais lorsqu'ils travaillent ensemble, ils sont presque imbattables, ce qui explique en partie pourquoi ils ont tant de fans. Cependant, bien qu'ils aient l'air d'une équipe parfaite à première vue, il s'avère qu'ils ne s'entendent pas aussi bien qu'on pourrait le croire. En fait, après la fin du stream, le mage rouge, Yuka, annonce à tous les membres de l'équipe qu'il quitte Thunderpike avec effet immédiat. Le chef du groupe, Simon, lui demande pourquoi il veut partir, et Yuka lui explique qu'il ne reçoit pas une part équitable de l'argent de la récompense. L'argent qu'il a reçu aujourd'hui est si peu élevé qu'il devra peut-être commencer à contracter des prêts sur salaire, et c'est une situation dans laquelle il ne veut pas se retrouver. Simon tente de justifier la faible rémunération de Yuka en affirmant que cette dernière ne contribue pas suffisamment au groupe, et Barry intervient pour souligner que Yuka ne participe jamais au combat, tout ce qu'il fait, c'est brûler la durabilité de leurs objets avec ses enchantements inutiles. Yuka n'arrive pas à croire que Barry puisse qualifier ses enchantements d'inutiles, mais Barry n'est pas le seul à penser ainsi. Jamie est le seul à penser que Yuka est utile, mais c'est parce qu'il est doué pour organiser leur flux. Camilla lui dit que s'il veut être mieux payé, il doit être plus actif au sein de l'équipe. Cependant, Yuka pense qu'elle n'a pas le droit de dire cela puisqu'elle est essentiellement une guérisseuse et que Yuka la protège toujours au combat. Le fait qu'il n'apprécie pas le travail qu'il fait est exactement la raison pour laquelle il veut quitter le groupe, mais Simon lui demande s'il est vraiment sûr de pouvoir se débrouiller seul s'il part. Il dit que la seule raison pour laquelle Yuka est même de Rambé et qu'ils sont des amis d'enfance, et que Simon lui a fait une faveur en le laissant rejoindre Thunderpike, et que même s'il part, ils se débrouilleront très bien sans lui. Puisqu'il pense clairement que Yuka ne mérite pas d'être bien payé, Yuka ne va certainement pas rester dans les parages. Yuka a perdu les 5 dernières années de sa vie à soutenir ce groupe, et il ne serait jamais allé aussi loin sans son aide, mais les autres pensent toujours qu'il est inutile, et il ne leur manquera donc pas du tout. Maintenant que Yuka a officiellement quitté Thunderpike, il se rend chez la réceptionniste de la guilde pour lui demander s'il y a du travail disponible. Elle est surprise qu'un aventurier aussi célèbre que lui soit à la recherche d'un emploi, alors elle lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Thunderpike, et Yuka explique qu'il a démissionné. La réceptionniste n'a pas l'air surprise, car ce genre de choses arrive souvent, et elle tend à Yuka un formulaire à remplir pour qu'elle puisse lui donner un nouveau groupe. Une fois le formulaire rempli, il le remet à la réceptionniste, mais à ce moment-là, une fille se précipite vers lui pour le serrer dans ses bras. La jeune fille s'appelle Marina, et elle était l'une des élèves de Yuka lorsqu'il donnait les cours préliminaires d'aventurier il y a 6 mois, et Yuka est heureux qu'elle s'en sorte. Elle est curieuse de savoir pourquoi Yuka est ici, alors elle lui demande, et il lui dit qu'il est actuellement à la recherche d'un nouveau groupe depuis qu'il a récemment quitté Thunderpike. Marina ne le laisse même pas finir sa phrase, car s'il cherche un nouveau groupe, elle aimerait bien avoir son professeur bien-aimé dans le sien. Yuka accepte sa proposition et, quelques minutes plus tard, il est assis avec Marina et le reste des membres de son groupe pour discuter de son adhésion. Silk est ravie que Yuka rejoigne leur groupe, mais elle est surprise qu'un aventurier expérimenté comme lui veuille rejoindre leur groupe de Randé. Yuka est actuellement de Rambé, il pourrait donc probablement intégrer un bien meilleur groupe, mais cela ne le dérange pas d'être dans un groupe de Randé, et pour être honnête, il préfère même cela. Lorsqu'il était dans le Thunderpike, il participait toujours à des missions de haut niveau, ce qui obligeait Yuka à acheter une tonne d'objets magiques pour se préparer, ce qui l'endettait constamment. C'est pourquoi il veut se calmer un peu et se contenter de quelques quêtes de bas niveau. Marina, Silk et Rin étant tous d'accord avec cette idée, Yuka rejoint officiellement leur groupe et leur première mission consiste à collecter du minerai de fer magique dans le donjon de la mine Pinto. Cela fait longtemps que Yuka ne s'est pas senti excité à l'idée de participer à une telle mission, et cela lui rappelle de vieux souvenirs de ses débuts en tant qu'aventurier. Yuka se souvient que ce donjon contient beaucoup de veines de minerai magique au 6e étage, et Silk lui dit qu'il a raison, mais ils espéraient éviter de combattre le boss du 5e étage, alors Yuka suggère qu'il commence plutôt au 4e étage. Alors qu'il pénètre dans le donjon, Marina prend les devants et utilise un bâton pour repérer les pièges éventuels. Yuka est très fier qu'elle fasse exactement ce qu'il lui a appris, mais pour l'instant, il lui demande de le laisser prendre les devants car il a une méthode plus efficace. Marina ne comprend pas ce qu'il veut dire, car leur groupe n'a pas d'éclaireur ou de voleur pour détecter les pièges. C'est vrai, mais Yuka possède un objet magique qui devrait être utile dans cette situation. Il s'agit d'une lampe de détection qui, grâce à un type d'huile spéciale,
éclaire les pièges pour qu'ils puissent les repérer comme le ferait un éclaireur. La lampe est vraiment utile, mais Silk demande si Yuka peut l'utiliser, car l'huile spéciale semble très chère. Et oui, c'est normalement le cas, mais Yuka a fabriqué cette huile grâce à son alchimie, elle ne lui a donc pas coûté grand-chose. Le groupe continue à marcher dans le couloir en évitant soigneusement tous les pièges jusqu'à ce que Yuka arrête tout le monde parce qu'il sent quelque chose devant lui. Il prévient les autres et leur dit qu'ils doivent se préparer à se battre. Ils se précipitent donc tous ensemble et sont confrontés à un groupe de bogles. Silk décide de prendre l'initiative et tire le premier coup pour abattre l'un des bogles. Marina se précipite pour frapper les autres, tandis que Yuka lance des enchantements physiques qui se chevauchent sur elle pour qu'elle puisse mieux se battre, et en même temps, il lance un affaiblissement sur les bogles pour les désorienter. Pendant que les bogles sont désorientés, Marina passe à l'attaque et, d'un seul mouvement fluide, elle parvient à les couper tous les deux en deux, ce qui la surprend elle-même. Elle se retourne pour demander à Yuka si la sensation qu'elle vient de ressentir est due à sa magie, et Yuka confirme qu'il a lancé 3 types d'enchantements sur Marina pour l'aider dans son combat. Rin n'arrive pas à croire que Yuka ait pu lancer 3 enchantements en même temps, et qu'il les fait sans incantation, mais Yuka ne trouve pas cela très impressionnant, alors il dit qu'ils devraient continuer à avancer. Alors qu'ils poursuivent leur chemin dans la mine, il demande aux filles quelle est leur routine habituelle pour l'exploration des donjons. Marina explique fièrement qu'elles font toujours une pause après chaque étage et vérifient leur équipement, comme il leur a appris à le faire. Yuka suggère alors qu'elles se reposent un peu avant de continuer. Après leur pause, Marina et les autres vérifient que leur équipement n'est pas endommagé, et tout semble en état de marche. Ils sont donc prêts à continuer leur mission et à se rendre à l'étage suivant. Au 2e étage du donjon, le groupe tombe soudain dans une embuscade tendue par un groupe de mineurs morts-vivants, et le seul moyen de s'en débarrasser est que Rin utilise la magie sacrée, donc tout le monde doit la protéger pendant qu'elle utilise son chant. Marina et Silk prévoient de s'occuper de la défense, mais Yuka leur dit qu'ils s'en occupent. Il lance donc une bénédiction de lumière sur eux tous, et même si elle ne tue pas les mineurs morts-vivants, elle les empêche de s'approcher, c'est donc une bonne mesure défensive. Finalement, Rin termine le sort de lumière sacrée et l'utilise pour éradiquer les morts-vivants, et une fois qu'ils sont en sécurité, Marina commence à féliciter Rin pour son bon travail. Yuka la félicite également, car il n'y a pas beaucoup de gens capables d'utiliser la magie de la lumière à l'échelle de ce que Rin vient de faire, mais cela a probablement drainé une tonne de mana, alors il lance rafraîchir le mana pour l'aider à se rétablir. Rin n'arrive pas à croire que Yuka puisse utiliser Refresh Mana, car c'est une compétence très rare. Elle restaure complètement le mana de la personne sur laquelle elle est lancée, et cette seule compétence rendrait Yuka extrêmement précieuse pour tout groupe travaillant avec lui. Mais Yuka pense qu'elle exagère un peu, car il n'a appris à rafraîchir le mana que pour compenser le fait d'avoir un métier obscur comme celui de mage rouge, même s'il a eu beaucoup de mal à l'apprendre. Le groupe continue ensuite à marcher sur le sentier, et Yuka commence à verser un liquide sur le sol. Silk lui demande ce qu'il fait et Yuka lui explique qu'il verse de l'eau bénite sur leurs traces de pas afin d'empêcher les monstres morts-vivants de les suivre. Silk s'inquiète et demande si c'est vraiment normal qu'il gaspille son eau bénite comme ça puisqu'elle est très chère, mais Yuka lui répond que ce n'est pas grave puisque, une fois de plus, il l'a fabriquée lui-même. Le groupe est choqué que Yuka soit capable de fabriquer de l'eau bénite alors qu'il n'est pas prêtre. Mais il a une méthode spéciale, en purifiant les cendres laissées par les morts-vivants lorsqu'ils sont vaincus, Yuka est capable de les transformer en eau bénite, et les cendres qu'il a obtenues des mineurs morts-vivants seront plus que suffisantes pour compenser la quantité d'eau bénite qu'il utilise. Lorsqu'ils atteignent enfin le 3e étage, Yuka suggère de faire une autre pause, car ils vont commencer à miner à partir de maintenant. Et comme ils n'ont pas mangé depuis un moment, il sort quelques ustensiles de cuisine de son sac magique et leur dit qu'il va leur préparer un repas. Les sacs magiques ne sont pas si rares, mais c'est la première fois que Rin envoie un en personne, alors elle est très excitée. Yuka met des saucisses et des œufs dans une casserole, et pendant que cela cuit, il sort une marmite spéciale. Les filles le regardent taper sur le côté de la marmite, qui se remplit instantanément. Yuka explique que la marmite est un artefact rare qu'il a trouvé dans les ruines d'un palais royal. Elle se remplit d'une soupe aléatoire à chaque fois qu'on l'utilise, ce qui est très pratique. Les filles sont très reconnaissantes à Yuka, car c'est la première fois qu'elles ont l'occasion de manger un si bon repas en plein milieu d'une mission dans un donjon. Mais lorsque Silk examine la nourriture de plus près, elle se rend compte que du mana en émane. Elle interroge Yuka à ce sujet, mais il lui répond qu'il n'y a rien de spécial dans cette nourriture puisqu'il l'a simplement préparée avec beaucoup d'amour. Ses talents d'alchimiste ont peut-être accidentellement enchanté la nourriture, mais cela ne devrait pas poser de problème. Le groupe arrive finalement au 4e étage du donjon et se retrouve face à un lézard des roches. Alors que le monstre fonce sur eux, Yuka lui lance un sort de lenteur qui le fige sur place. Marina se précipite alors pour attaquer. Normalement, elle ne s'y risquerait pas, mais comme les enchantements de Yuka ont augmenté sa force et son endurance, elle décide d'essayer d'utiliser sa capacité lame magique. Grâce à elle, elle peut trancher la tête du lézard des rochers d'un seul coup. Une fois le combat terminé, Marina est totalement épuisée car la lame magique utilise une grande partie de son mana,
mais Yuka l'encourage à continuer à l'utiliser autant que possible car son corps finira par s'y habituer. Pour l'instant, il lance Refresh Mana pour l'aider à récupérer. Quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de minerais magiques ici, alors Yuka commence à miner avec les filles, et après un petit moment, elles réussissent à rassembler une tonne de minerais magiques. Yuka demande si c'est suffisant pour remplir les conditions de leur quête, mais Silk répond qu'il en faut un peu plus. Malheureusement, il n'y a plus de minerais magiques à cet étage, donc leur seule option est de vaincre le boss du 5e étage et de descendre au 6e étage pour récupérer les minerais restants. Les filles n'aiment pas cette idée, car le boss du 5e étage s'appelle le crabe d'acier broyeur novice, et elles ne sont pas sûres de pouvoir survivre face à quelque chose comme ça, mais Yuka leur dit qu'elles n'ont pas à s'inquiéter, car il fera de son mieux pour s'occuper du boss tout seul. Un peu plus tard, ils arrivent dans la chambre du chef, mais avant d'y entrer, Yuka sort un artefact de caméra. Rin reconnaît l'artefact et demande si Yuka a l'intention de retransmettre son combat en direct, mais en fait, il comptait juste l'enregistrer. Il enregistre toujours ses combats pour pouvoir étudier ses erreurs plus tard. Puisqu'il va enregistrer de toute façon, Marina lui demande de le faire en direct, car elle pense que ce sera très amusant. Yuka est d'accord pour retransmettre son combat en direct, mais pendant qu'il l'installe, il se rend compte qu'il ne connaît pas le nom de ce groupe. Il leur demande, mais Silk lui répond qu'ils n'ont pas encore réfléchi à un nom de groupe, et qu'en fait, ils ne sont même pas encore officiellement enregistrés. Puisque c'est le cas, il leur demande s'ils ont de bonnes idées pour un nom d'équipe. Marina réfléchit un instant et propose le nom Clové, un trèfle à 4 feuilles pour représenter les 4 membres, et tout le monde aime ce nom. À ce moment-là, Yuka se rend compte qu'il s'agit de la première diffusion en direct du groupe, et qu'il se sentirait mal s'il était le seul à être sous les feux de la rampe. Il demande donc aux autres s'ils veulent l'aider à combattre le boss, mais ils lui répondent tous qu'il peut très bien le faire seul. Dans ce cas, Yuka n'a pas l'intention de se priver, il lance les buffs Great Blink, Shadow et Protector Shield sur lui-même, puis entre dans la salle du boss. Le crabe d'acier se réveille et tente immédiatement de frapper Yuka, mais ce dernier utilise ses buffs de vitesse pour esquiver, et une fois hors de portée du crabe, il commence à lui lancer des tonnes de sorts d'affaiblissement. Une fois le crabe suffisamment affaibli, il lance un sort de gravité pour l'écraser contre le sol. Le boss du crabe d'acier a été vaincu, et il ne lui a même pas fallu une minute pour le faire, Yuka est donc satisfait de sa performance. Il met fin au stream et Marina se précipite pour le serrer dans ses bras. Mais elle le serre un peu trop fort, et les autres lui demandent de lâcher prise avant que Yuka ne se retrouve en chaise roulante. Après s'être assuré que son dos va bien, Yuka dit à tout le monde qu'ils doivent ramener le corps du crabe d'acier à la guilde pour qu'ils puissent en vendre les morceaux. Il range le tout dans son sac magique, ce qui est très utile puisqu'ils n'auraient jamais pu le transporter eux-mêmes. Jusqu'à présent, Yuka a été indispensable à leur groupe, mais Silk pense qu'il n'est pas juste qu'ils dépendent constamment de Yuka. Yuka suggère que la prochaine fois qu'il y aura un combat contre un boss, tout le monde puisse y participer afin d'acquérir de l'expérience. Les filles apprécient cette idée, mais pour l'instant, elles doivent encore ouvrir le coffre au trésor qu'elles ont gagné en tuant le boss de l'étage. Elles y trouvent une tonne de minerais magiques, ce qui leur évite d'avoir à miner à nouveau. Après tout, les streams de donjons sont très populaires dans le monde entier, car ils constituent une excellente source de publicité pour les grandes entreprises. Ces entreprises proposent souvent des contrats de sponsoring aux streamers populaires, et en ce moment, la popularité de Yuka est au plus haut, car la vidéo de sa victoire sur le crabe d'acier avec seulement des sorts d'effets de statut est devenue virale. Pendant ce temps, Yuka et les autres rentrent chez eux et, dans le wagon, Yuka leur demande ce qu'elles ont pensé de leur première mission ensemble, et les filles l'ont absolument adoré. Elles ont appris toutes sortes de choses intéressantes grâce à Yuka, et c'est sans aucun doute la meilleure mission qu'elles aient accomplie jusqu'à présent. En fait, elles pensaient toutes faire de Yuka le chef officiel de leur groupe, car c'est lui qui a le plus d'expérience, et elles lui font toute confiance pour leur vie, car il a été leur professeur. Yuka hésite à accepter ce rôle car il n'a jamais eu l'intention de prendre la tête du groupe de Marina, mais comme ils disent tous qu'ils veulent qu'il le fasse, il finit par accepter, surtout pour pouvoir assurer leur sécurité dans les batailles à venir. Alors que le groupe de Yuka célèbre sa première victoire, Thunderpike subit une défaite cuisante. Simon a engagé un nouveau gars pour remplacer Yuka après son départ, mais il ne doit toujours pas réaliser à quel point Yuka portait leur groupe parce qu'il les a conduits directement sur le territoire des loups et s'attendait à ce que tout se passe bien. Normalement, Yuka aurait déjà jeté un sort d'affaiblissement sur les loups, mais le nouveau ne peut pas le faire, alors les loups sont bien trop forts pour que le groupe puisse les gérer, et en conséquence, Jamie se fait dévorer. Simon la voit en difficulté et se précipite pour la sauver en décapitant le loup, et bien que Jamie soit techniquement en sécurité maintenant, son estomac est plein de trous, et elle mourra si elle n'obtient pas de l'aide rapidement. Simon demande à Camilla de jeter un sort de guérison à Jamie, mais Camilla répond qu'elle n'a plus de mana et qu'elle ne peut rien faire. Ce n'est pas comme s'ils avaient un guide qui pouvait lancer un sort de restauration du mana, n'est-ce pas? Le groupe se met à l'abri,
et Simone administre les premiers soins pour essayer de garder Jamie en vie pendant que le mana de Camilla se recharge. Il demande si quelqu'un a une potion de soin, et le nouveau, Cork, en a une, mais il n'a pas envie de la donner à Simone, qui lui a clairement fait comprendre qu'il devait acheter son propre équipement avec son propre argent. Simone lui dit que ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour l'argent alors qu'un de ses coéquipiers est sur le point de mourir, alors Cork donne à Contreséur la potion de guérison, et Simone la donne à Jamie. Thunderpike est vraiment dans une spirale descendante ces derniers temps, mais d'un autre côté, tout va bien pour Yuka. Les filles et lui sont assis au bar pour fêter l'événement, et même si la récompense pour leur quête n'était pas très élevée, le corps du crabe d'acier était en bon état, et la guilde a donc payé un bon prix pour l'obtenir. En parlant d'argent, Yuka demande à Marina et aux autres quel système ils utilisent pour partager les gains du groupe. Ils lui répondent que Silk gère habituellement tout l'argent du groupe et que chaque membre reçoit une allocation fixe. Yuka est un peu surprise car il est rare qu'un groupe confie tout l'argent à un seul membre, mais le groupe a une raison pour cela. Ils ont tous économisé pour pouvoir s'acheter une maison en tant que groupe, car il est un peu gênant de devoir louer l'auberge tout le temps. Comme ils essaient d'économiser leur argent, Yuka leur dit qu'il n'y a pas de problème s'ils continuent avec le système d'allocation. Silk lui demande s'il est vraiment d'accord pour qu'elle s'occupe de toutes les finances, car elle pensait qu'un aventurier comme lui voudrait s'occuper de son propre argent, mais Yuka lui fait confiance, il n'y a donc aucune raison de changer le système qu'ils ont déjà. Alors que Yuka et les autres s'amusent et s'entendent bien, Simone et le reste de Thunderpike sont contrariés parce que c'est le pire résultat qu'ils aient eu depuis des années. Heureusement, ils ont pu sauver la vie de Jamie, mais les choses auraient pu très mal tourner, et Simone rejette la faute sur Cork. Le reste du groupe s'en mêle et commence à traiter Cork d'inutile pour n'avoir pas été capable de les sortir de ce pétrin. Cork ne va pas les laisser le blâmer puisque tout le monde sait que les grands loups traquent leur proie à l'odeur, et qu'il est donc logique d'acheter un bloqueur d'odeur en prévision de la mission. C'est clairement la faute du groupe qui n'était pas préparé à la situation, mais Simone essaie de retourner la situation contre Cork et dit que s'il savait pour les bloqueurs d'odeur, il aurait dû leur dire, et que le fait que Jamie ait failli mourir est entièrement de sa faute parce qu'il n'a pas acheté de bloqueur d'odeur pour tout le groupe. Il se rend compte qu'il ne veut pas faire partie d'un groupe où personne n'est prêt à assumer la responsabilité de ses erreurs et il démissionne sur le champ. Yuka l'entend et n'arrive pas à croire que Thunderpike n'a toujours pas appris de ses erreurs, mais cela ne le concerne plus. Il se retourne vers les filles et Marina leur dit ce qu'elles doivent faire demain. Silk se souvient de ce que Yuka lui a dit un jour, à savoir qu'il est important de prendre un jour de repos après chaque mission, et elle leur propose de le faire. Tout le monde est d'accord, et puisque Yuka aura un jour de congé, il décide de faire quelques courses. Il doit se réapprovisionner en potions et en parchemins, et il doit encore transformer les cendres de morts-vivants qu'il a récupérées en eau bénite afin de reconstituer son stock. Comme il va être occupé pendant un certain temps, il propose qu'ils se retrouvent tous ici à la fin de leur pause. À ce moment-là, Marina remarque que les meilleurs moments de la journée sont diffusés dans le Dungeon Stream, et que le combat de Yuka contre le crabe d'acier est en première position. Il est choqué car il l'a mis en ligne il y a seulement quelques heures, mais il a déjà plus de 5000 spectateurs, et ça continue d'augmenter. Les gens trouvent vraiment intéressant que quelqu'un qui a un travail obscur comme celui de Mage Rouge ait pu mettre à terre un crabe d'acier sans même avoir besoin de le toucher. Les annonceurs disent à tout le monde de garder un œil sur Yuka et son groupe, Clové, parce qu'il pourrait bien devenir le meilleur groupe du monde. Simone et les autres membres de Thunderpike voient également le flux de Yuka, et ils sont tous incroyablement jaloux que Yuka se débrouille bien sans eux, mais ils refusent toujours d'admettre que Yuka a peut-être été plus utile pour eux qu'ils ne le croyaient. Thunderpike aura toujours une bande de détracteurs, mais il semble qu'il y ait quelqu'un d'autre qui déteste Yuka à distance, et il semble furieux que Yuka se sente à l'aise avec son nouveau groupe. Quelques jours plus tard, Yuka est de retour à la guilde, et il regarde le tableau d'affichage pour voir s'il peut trouver des quêtes qui conviendraient aux filles. Voyant qu'il a du mal à se décider, la réceptionniste s'approche et lui demande si elle peut l'aider. Yuka lui demande s'il existe des quêtes assez faciles pour un groupe de novices, mais qui rapportent une somme d'argent décente. La réceptionniste lui répond qu'il est un peu trop optimiste. Il ne trouvera jamais de quête parfaite, mais compte tenu des circonstances, elle lui indique une quête de rancé qui consiste à aller chercher des pierres magiques dans la forêt d'Ordon. Yuka pense que cela pourrait fonctionner, mais il est un peu curieux de savoir pourquoi la quête est de rancé alors qu'aller chercher des pierres magiques n'est généralement que de randé. La réceptionniste explique qu'une grande bête magique a été aperçue près de la forêt et que cette quête est donc un peu plus dangereuse que la normale. Marina entre alors dans la guilde, et dès qu'elle entend le mot « quête », elle crie immédiatement que leur groupe va l'accepter. Yuka lui demande de le laisser finir ses explications avant d'accepter la quête, mais Marina dit qu'elle n'a pas besoin de connaître les détails car, si Yuka pense qu'ils peuvent s'en charger, alors elle est sûre qu'ils seront capables de le faire. Ce ne devrait pas être trop difficile puisqu'elle et les autres ont déjà fait une quête dans cette forêt, bien qu'elles ne comprennent pas pourquoi cette quête serait de rancé alors que toutes les autres quêtes sont de randé. C'est alors que Yuka intervient et dit que la quête est de rancé parce qu'une bête magique vit quelque part dans cette forêt. En entendant qu'il y a une bête magique dans la forêt,
Les filles se demandent si c'est une bonne idée de faire cette quête, mais elles décident finalement de la faire quand même, car si Yuka est avec elles sont sûres que tout se passera bien à la fin. Dans ce cas, Yuka leur dit de préparer leurs affaires et de le retrouver 1 heure plus tard devant la diligence pour qu'ils puissent se rendre dans la forêt. À ce moment-là, la réceptionniste revient avec le reçu de la quête, et tout cela semble un peu trop commode, alors il demande à la réceptionniste si elle a planifié les choses pour qu'elles se terminent ainsi, et elle ne nie pas avoir un rôle à jouer dans tout cela. Le stream que Yuka a fait hier lui a valu plus de 10 000 fans, et tous sont impatients de voir le prochain stream de Yuka. Yuka est un peu gêné, car il n'avait pas réalisé que son stream lui vaudrait autant d'attention. Il ne voit aucun inconvénient à continuer à diffuser ses combats, car cela attire l'attention sur les filles, et si elles parviennent à trouver cette bête magique, le fait de l'avoir en vidéo serait une bonne chose pour les archives de la guilde. Pendant que Yuka parle de tout cela, l'homme de tout à l'heure devient de plus en plus furieux, alors que Yuka quitte la guilde, il le suit. Yuka se rend immédiatement compte qu'il est suivi, car l'homme qui le suit fait un très mauvais travail, et il se réfugie dans une ruelle pour s'enfuir. Il espérait semer son harceleur, mais pour un gros, il est plutôt rapide et rattrape Yuka. Yuka lui demande s'il a quelque chose à faire avec lui, et l'homme exige que Yuka quitte Clovey immédiatement. Yuka lui répond qu'il n'en est pas question, d'autant plus qu'il est le chef du groupe. L'homme n'arrive pas à croire que ses filles ont fait de Yuka leur chef après une seule journée passée ensemble, alors qu'il leur a proposé de rejoindre leur groupe 1 million de fois, et qu'elles ont toujours refusé. Yuka comprend ce qui se passe ici, ce type voulait se constituer un harem de jolies filles d'aventure, mais Marina et les autres ont refusé qu'il les rejoigne, et maintenant, voir un autre type vivre son rêve l'a rendu irrationnel. L'homme dégaine son épée pour attaquer si Yuka n'accepte pas de quitter le groupe de filles, alors Yuka lance tranquillement un piège au pied de l'homme et s'en va. Alors que Yuka s'éloigne, l'homme tente vraiment de l'attaquer, mais le piège de Yuka le fait glisser et tomber par terre. Une fois dans la calèche, Yuka parle aux filles de sa rencontre fortuite. Elles reconnaissent le gars comme étant Bezio et disent à Yuka qu'il essaie de rejoindre leur groupe depuis longtemps. Elles demandent si Yuka va bien, car elles détesteraient qu'il lui arrive quelque chose de grave à cause d'elle, mais Yuka leur assure que ce n'est pas de leur faute. De plus, il a laissé ce type inconscient au milieu de la rue, alors ils n'ont qu'à le dénoncer à leur retour en ville. Entre-temps, avant qu'ils n'arrivent à destination, Yuka veut revoir une dernière fois l'objectif de leur mission. Ils vont chercher 3 pierres magiques dans la forêt d'Ordon, et comme les autres disent qu'ils y sont déjà allés, il leur demande comment c'était quand ils y sont arrivés. Selon Marina, ils y étaient il y a 2 mois, mais maintenant qu'elle y pense, elle n'a rencontré aucun monstre. Après avoir entendu cela, Yuka réalise que la bête magique devait déjà être dans la forêt il y a 2 mois. Ainsi, la guilde obtiendra des informations précieuses sur la bête, et si elle ne parvient pas à la vaincre, il sera facile d'appeler des renforts en cas de besoin. Une fois arrivés dans la forêt, Yuka lance le streaming et le groupe commence à se frayer un chemin dans la forêt. Yuka décide d'être à l'arrière-garde car les bêtes attaquent généralement par derrière, mais Marina demande si c'est vraiment bien qu'il soit à l'arrière-garde car c'est là qu'il est le plus en danger. Yuka lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter car non seulement il peut utiliser Blink Step pour s'enfuir si sa vie est vraiment en danger, mais ses vêtements ont aussi de très bonnes statistiques de défense, donc il peut prendre quelques coups avant de tomber. Ils atteignent bientôt la cascade où ils doivent rassembler les pierres magiques, mais juste avant qu'ils ne l'atteignent, Yuka dit à tout le monde d'attendre parce qu'il sent que quelque chose arrive. La bête magique se révèle enfin, mais toute la confiance que Yuka avait plutôt s'envole, car cette chose est un monstre de haut niveau que l'on ne trouve habituellement que dans les parties les plus profondes du donjon, un Zarnag. Les filles sont loin d'être assez fortes pour gérer cette chose ou même survivre 1 minute contre elle, alors Yuka se met devant elle et dit à Silk de mener les autres à la guilde des aventuriers et d'obtenir des renforts pendant qu'il tient cette chose ici. Cependant, les filles savent que Yuka n'a aucune chance contre cette chose s'il se bat seul, alors elles refusent de le quitter, sinon, il risque vraiment de mourir. Yuka ne peut pas vraiment s'opposer à cela, alors il accepte qu'elle se batte avec lui et lance ses sorts d'enchantement sur elle. Marina et lui s'occupent de la première ligne, Marina charge donc en premier, mais le Zarnag la repousse sans effort. Yuka tente d'utiliser ses effets de statut superposés sur le Zarnag, mais bien qu'il l'affaiblisse, il ne lui inflige pas beaucoup de dégâts, si bien qu'il n'a plus beaucoup d'options pour le moment. Il n'y a qu'une seule chose dans son arsenal qui puisse arrêter cette chose, alors Yuka décide de faire tout ou rien. Cependant, il a besoin de Marina pour gagner du temps afin de pouvoir lancer le sort. Marina accepte de distraire la bête, elle s'approche d'elle et fait de son mieux pour garder son attention tout en esquivant ses attaques. Même lorsqu'elle est sur le point de se faire prendre, Silk et Rin l'aident grâce à leur magie. Grâce à leurs efforts combinés, Yuka a eu le temps de finir de lancer le sort de niveau 5, un missile prismatique extrêmement destructeur. Maintenant qu'il est terminé, Yuka le tire directement sur le visage de la bête. Après que le missile prismatique est frappé, il ne semble pas avoir fait grand-chose au début, mais peu après, le monstre commence à cracher du sang, ce qui signifie qu'il a été gravement blessé.
Rin lance alors un sort d'éclair de tonnerre de 5e catégorie pour électrocuter le monstre, et pendant qu'il est paralysé, Yuka ordonne à Marina de lui couper la tête. Marina fonce et active son épée magique tandis que Yuka la dote d'un sort d'attaque critique, ce qui lui permet de trancher la tête du monstre d'un seul coup. Maintenant que le combat est terminé, Yuka tombe à genoux de soulagement, car il n'arrive pas à croire qu'ils ont réussi à vaincre le monstre sans qu'aucun d'entre eux ne meure. De retour en ville, tous les spectateurs du torrent sont également stupéfaits, surtout par le sort que Yuka a utilisé, car personne n'a jamais rien vu de tel auparavant, mais il y a toujours un détracteur dans la foule. De retour dans la forêt, Yuka se sent un peu étourdi à cause de tout le mana qu'il a dû utiliser pendant le combat, mais dans l'ensemble, il est toujours en bonne condition. Il est content que tout se soit bien passé, mais ce combat était bien trop dur pour un groupe de débutants comme eux, et la seule raison pour laquelle ils ont réussi à s'en sortir vivants, c'est qu'ils ont eu de la chance. Il dit aux filles qu'il va les gronder plus tard à cause de leur comportement imprudent, mais les filles pensent que Yuka est tout aussi imprudent qu'elle parce qu'il s'est lancé seul dans la bataille, s'attendant totalement à se faire tuer, et c'est un comportement inacceptable. Yuka ne peut pas nier qu'il était prêt à se sacrifier, alors il fait un compromis et dit qu'ils pourront tous parler de leurs griefs plus tard. Pour l'instant, ils devraient probablement se laver car ils sont tous couverts de sueur, et Marina est couverte de sang de Zarnag. Pendant que les filles se baignent dans la rivière, Yuka commence à installer le camp, ce qui lui rappelle de bons souvenirs d'il y a 6 mois. À l'époque, Yuka était chargé d'entraîner l'équipe de Marina, et il était impressionné par la façon dont les filles s'adaptaient au travail d'aventurier, mais il y avait quelques points à améliorer. Marina était un peu maladroite, Silk était trop prudente et Rin était vraiment timide. Malgré tout, au vu de leur performance, si cela ne tenait qu'à Yuka, il leur aurait donné leur licence d'aventurière à l'instant même. Plus tard dans la nuit, les filles avaient monté leur tente, préparé du bois de chauffage et mis en place des alarmes en cas d'attaque de monstres. En les regardant travailler, Yuka éprouvait un sentiment de fierté, car il savait qu'elles deviendraient de grandes aventurières à l'avenir, mais il n'aurait jamais pu imaginer qu'ils finiraient par rejoindre leur groupe. Quelques jours plus tard, le groupe est de retour à la guilde, et il semble qu'ils aient été convoqués pour rencontrer le maître de la guilde, ce qui rend les filles un peu nerveuses. Elles demandent à Yuka si cela signifie qu'elles ont des ennuis, mais il pense que cette réunion concerne probablement le Zarnag qu'elles ont vaincu. Une telle mission aurait dû être classée au rang B, mais pour une raison ou une autre, elle a été classée au rang D. Une enquête s'impose donc. C'est alors que le maître de guilde Benwood entre, et les filles sont tellement intimidées par sa présence qu'elles se mettent immédiatement au garde à vous. Il s'approche de Yuka et lui demande de s'expliquer, mais Yuka n'a rien fait de mal et dit à Benwood qu'il a déjà fourni toutes les informations pertinentes dans le rapport qu'il a rédigé pour la guilde. Benwood ne se contente pas d'un rapport objectif, il exige une explication détaillée. Mais avant qu'il ne discute de quoi que ce soit, Yuka demande à Benwood d'arrêter de jouer les durs à cuire car cela effraie les filles. Marina tente d'empêcher Yuka de parler au maître de la guilde avec autant de désinvolture, car il s'agit d'une personne très puissante, mais le maître de la guilde respecte beaucoup Yuka, et il n'y a donc pas besoin de formalité entre eux. Benwood dit à tout le monde qu'ils peuvent s'asseoir, et il sait déjà ce qui s'est passé dans la forêt, mais il veut savoir ce que Yuka pense de toute cette situation. Yuka lui dit qu'il soupçonne qu'il s'agit d'un débordement qui a provoqué l'apparition d'un monstre plus fort que d'habitude de plusieurs niveaux. Benwood est d'accord avec la conclusion de Yuka et demande immédiatement à son secrétaire de lancer une enquête d'urgence pour faire toute la lumière sur cette affaire. Yuka et Benwood semblent comprendre la gravité des débordements, mais Marina n'a aucune idée de ce que c'était et demande à Yuka de lui expliquer. Yuka lui explique qu'un débordement est un phénomène qui se produit lorsqu'un catalyseur fait sortir les monstres du donjon. Habituellement, les monstres qui vivent dans le donjon sont liés par le mana qui circule dans le sol, mais il arrive que ces entraves soient brisées, ce qui permet aux monstres de s'échapper du donjon et de terroriser les environs. Cela pourrait également être la preuve d'une possible ruée vers le donjon dans un avenir proche. Les filles ont entendu parler des débordements de donjons et du chaos qu'ils peuvent provoquer en traversant les villes comme une traînée de poudre. Si des monstres aussi puissants que ce Zarnag apparaissent déjà, elles n'ont plus beaucoup de temps devant elles. Benwood a l'intention de mener une enquête approfondie pour assurer la sécurité de la population, mais avant cela, il s'excuse sincèrement auprès des jeunes filles de les avoir mises en danger. Les filles lui répondent qu'il n'a pas à s'excuser puisqu'elles s'en sont toutes sorties vivantes. Mais si elles n'avaient pas eu Yuka avec elles, elles auraient été perdues. Cela dit, même si Yuka a fait le plus gros du travail, la retransmission en direct a prouvé que les filles sont de bonnes combattantes. Pour les récompenser d'avoir si bien combattu Zarnag, Benwood a l'intention de toutes les promouvoir au rang C, bien que cette promotion dépende de l'aide de Yuka, qui est de rang A. Yuka ne comprend pas de quoi Benwood parle puisqu'il n'est que de rang B, mais c'est alors que Benwood l'informe qu'il va lui aussi être promu. Tous ceux qui ont regardé la retransmission en direct ont vu le sort de missile prismatique de haut niveau utilisé sur le Zarnag, il est donc évident que Yuka mérite une promotion, et à partir d'aujourd'hui, il sera désormais un aventurier de rang A. Yuka et les filles descendent ensuite prendre un verre et se féliciter mutuellement de leur promotion. Alors qu'elles sont toutes ensemble,
Yuka sort le sac de pièces qu'il a reçu en récompense de leur quête et le donne à Silk pour qu'elle le compte. Silk ouvre le sac et est choquée car elle n'a jamais vu autant de pièces d'or au même endroit. Yuka explique que même si la quête était à l'origine de Randé, en raison de sa difficulté, elle a été traitée comme une quête de Randé, ce qui fait que le gain est beaucoup plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement. Silk pose toutes les pièces sur la table pour pouvoir commencer à compter, mais elle remarque alors un morceau de papier au fond du sac, sur lequel figure le nom de Yuka, alors elle le lui donne. Yuka l'ouvre, et il s'avère que c'est un mot de Benwood s'excusant pour tout ce que Yuka a dû endurer, et il y a aussi une pièce de platine à l'intérieur comme petit bonus pour Yuka. Les pièces de platine sont très précieuses, alors Yuka les ajoute au fond du groupe, et après que Silk ait fini de tout compter, elle dit à tout le monde qu'ils ont assez d'argent pour acheter une maison maintenant. Marina est tellement excitée qu'elle se lève et renverse accidentellement les pièces. Silk est également heureuse d'avoir atteint son objectif financier, mais elle se sent un peu mal à l'aise car la seule raison pour laquelle ils ont obtenu autant d'argent, c'est grâce à Yuka. Bien que ce soit vrai, Yuka dit à Silk qu'elle n'a pas à penser à cela. Ils ont fait de lui le chef de Clovey, et il est naturel pour un chef de faire tout ce qu'il faut pour aider le groupe. Ainsi, même s'il a joué un rôle majeur dans l'obtention de cet argent, il leur appartient à tous. Le groupe continue de faire la fête jusque tard dans la nuit et, à un moment donné, Rin demande à Yuka s'il a un rêve à réaliser. Yuka est pris au dépourvu par la question et lui demande s'il y a une raison précise pour laquelle elle lui pose cette question. Rin explique qu'ils viennent d'atteindre leur objectif d'acheter une maison grâce à Yuka, et qu'elle veut donc savoir quel est le rêve de Yuka pour pouvoir l'aider à le réaliser. Comme elle le demande, Yuka lui répond que son rêve est de conquérir les étages les plus profonds du donjon à Chromatic Darkness. Dès que les filles l'entendent, elles crachent leur verre de surprise, car ce donjon est littéralement le plus dangereux qui soit. Il possède même une porte de l'abîme, un artefact connu pour être un passage direct vers le monde souterrain. Yuka dit que la porte de l'abîme est précisément la raison pour laquelle il veut conquérir la Chromatic Darkness, alors Rin lui demande s'il a l'intention de franchir la porte de l'abîme s'il l'atteint. Mais Yuka explique qu'il veut juste voir à quoi ressemble le bout du monde. Un de ses oncles s'est attaqué au donjon et a essayé d'atteindre la porte, et bien qu'il n'ait pas réussi, Yuka a entendu l'histoire tellement de fois quand il était enfant qu'il a décidé de l'essayer lui-même. Bien qu'il sache que cela n'arrivera probablement jamais, Marina aime le rêve de Yuka. Elle propose donc qu'ils aillent tous dans les ténèbres achromatiques pour essayer d'accomplir le rêve de Yuka. Yuka lui dit que ce n'est pas si simple, car ce donjon est si dangereux qu'il faut une permission du gouvernement pour y entrer, et il faut être un groupe de rang A pour obtenir l'autorisation. Malgré tout, Rin pense que c'est une bonne idée, et dit qu'elle veut que ce soit le prochain objectif de leur groupe. Tous les autres sont d'accord et promettent de travailler dur pour faire du rêve de Yuka une réalité, mais ils ne tenteront pas de le réaliser de sitôt. Chaque jour qui passe, les streams de Clovey gagnent en popularité. En ce moment même, ils diffusent un combat contre une main morte, et grâce à leur travail d'équipe sans faille, ils parviennent à l'abattre avec un sort de foudre de Rin et un parchemin de pierre de Yuka. Ils saluent leurs fans, et tout le monde à la guilde les adore, sauf les membres de Thunderpike, qui détestent la popularité de Yuka. Barry pense que Yuka n'est impressionnant que parce qu'il fait partie d'une équipe de débutants, mais Simon a entendu dire que Yuka a récemment été promu au rang A, alors il pourrait bien être aussi bon. D'ailleurs, la popularité de Yuka n'est pas leur plus grande préoccupation en ce moment. Ces derniers temps, Thunderpike ne cesse d'échouer dans ses quêtes, et Simon pense que c'est parce que tous les nouveaux employés qu'ils engagent finissent par être des crétins inutiles. En fait, aucun d'entre eux ne reste plus d'un jour dans les parages, mais ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas dans leur équipe, n'est-ce pas? En parlant de leur équipe, Simon demande pourquoi Jamie n'est pas là, alors Camilla explique que Jamie n'était pas d'humeur à boire un verre. Simon est furieux car, depuis la mission où Jamie s'est fait déchiqueter par un loup, elle ne cesse de ralentir l'équipe. Quant à Jamie, elle s'est enfermée dans sa chambre et regarde les vidéos de Yuka en boucle depuis des heures. Les autres membres de Thunderpike commencent à se rendre compte que Yuka a peut-être été plus utile qu'ils ne le pensaient. Puisque la raison pour laquelle Yuka a démissionné était sa faible rémunération, il pourrait simplement augmenter un peu sa part. Et comme Jamie n'a pas fait grand-chose ces derniers temps, ils peuvent réduire son salaire à sa place. Quelques heures plus tard, Yuka et les autres retournent à la guilde pour rapporter le succès de leur mission, mais en arrivant à la porte d'entrée, ils trouvent Simon qui attend Yuka. Yuka est un peu fâché de revoir Simon, il dit donc aux filles d'entrer sans lui, puis il demande à Simon ce qu'il veut. Simon va droit au but et dit qu'il accorde à Yuka l'honneur de rejoindre Thunderpike. Yuka n'arrive pas à croire ce qui vient de sortir de la bouche de Simon, mais ce dernier essaie de le convaincre en lui rappelant que son rêve de voir la porte de l'abîme ne peut se réaliser que s'il fait partie d'un groupe de rang A comme Thunderpike. De plus, depuis que Yuka a quitté Thunderpike, ils ont du mal à terminer les quêtes, alors Simon dit que c'est la responsabilité de Yuka de revenir et d'arranger les choses. Yuka écoute tout ce que Simon a à dire, mais c'est dommage qu'il s'en moque. Bien que Simon et lui aient été des amis d'enfance, cela ne signifie rien après tout le manque de respect que Simon lui a témoigné, et Yuka ne veut plus jamais avoir affaire à lui.
Il entre alors dans la guilde, laissant Simon réfléchir aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Bezio observe tout ce qui se passe et semble avoir une idée sinistre en tête. De retour à l'intérieur, Yuka retrouve les filles, qui lui demandent ce qui s'est passé avec le type à l'extérieur. Yuka explique qu'il s'agissait de Simon, le chef de son ancien groupe, et dès que Marina l'entend, elle s'inquiète car Yuka pourrait finir par rejoindre Thunderpike. Mais, comme Yuka l'a dit plus tôt, rien sur Terre ne l'amènera à retourner dans ce groupe de spectacle. Cela mis à part, ils doivent encore rapporter le succès de leur mission à la guilde, alors ils se rendent tous à la réception, et après, ils prendront un verre pour fêter l'événement. Le lendemain, Yuka convoque les filles pour leur parler d'une quête qu'elles ont reçue. Marina est déjà prête à partir, mais Yuka lui demande de s'asseoir d'abord et d'écouter au moins le contenu de la quête. Il leur dit que leur groupe a été spécifiquement demandé par Urti. Les filles sont surprises, car Urti est l'atelier le plus connu du pays. En fait, l'arc de Silk a été fabriqué à Urti, c'est donc un honneur d'être spécifiquement demandé par eux. Cependant, les filles se demandent toujours pourquoi Urti a choisi Clové parmi tous les groupes. Yuka explique qu'Urti lance un nouveau thème d'équipement pour les femmes, à la fois élégant et sûr, et qu'ils veulent que Marina, Silk et Rin conquièrent un donjon en portant les nouvelles tenues afin de promouvoir la marque. Marina n'arrive pas à croire qu'elles vont vraiment être des filles d'affiche pour une marque aussi importante que Urti, mais Silk et Rin sont déjà en train de se coiffer pour la mission. C'est une très bonne affaire puisqu'elles sont payées pour conquérir un donjon et garder l'armure après, alors elles disent à Yuka qu'elles acceptent l'offre, et le groupe se met en route pour le donjon On. Lorsque le jour de la quête arrive enfin, Yuka retrouve les filles à l'extérieur du donjon, et elles ont déjà revêtu leur nouvel équipement Urti. Yuka leur dit qu'elles sont toutes très jolies, et qu'en plus, l'équipement est très fonctionnel, donc il pense qu'il leur convient. Mais pour une raison quelconque, Rin semble être en colère contre lui, et il ne sait pas pourquoi. Le groupe entre dans le donjon, et Yuka explique que ce donjon est relativement vieux et n'a que 4 étages, mais qu'au fond, il y a une entrée vers un autre donjon, et c'est ce qu'ils vont nettoyer. Pour atteindre l'entrée principale du second donjon, Yuka dit qu'ils vont devoir prendre les escaliers, mais ces escaliers sont très longs, alors Marina demande s'ils peuvent simplement descendre par le milieu avec une corde pour gagner du temps. Yuka lui répond qu'elle aurait normalement raison, et que des gens ont déjà essayé de le faire par le passé, mais que ce donjon a un champ de distorsion qui vous empêche d'aller où que ce soit qui ne soit pas un chemin désigné. Il leur dit de faire attention à ne pas se faire prendre dans le champ, mais il remarque que Rin semble toujours contrarié, alors il lui demande s'il a fait quelque chose de mal. Rin ne dit rien, mais les autres savent pourquoi elle est contrariée, et ils disent à Yuka de regarder de plus près la tenue de Rin. Yuka regarde Rin, essayant de voir s'il y a quelque chose qu'il a manqué, et c'est alors qu'il remarque qu'elle a changé la couleur de son nœud de ruban en bleu au lieu de rouge aujourd'hui. Rin était contrarié qu'il ne l'ait pas complimenté à ce sujet, alors Yuka lui dit que ça lui va bien et elle se sent beaucoup mieux. Ils descendent ensuite au 2e étage, et grâce à sa lanterne, Yuka repère un piège, alors il dit aux filles de rester en arrière pendant qu'il s'en occupe. Il sort un long bâton et avec, il tape sur le piège, faisant jaillir plusieurs dizaines de lances du sol, des murs et du plafond. Cela aurait été une façon désagréable de mourir, mais puisqu'il l'a déjà déclenché, il devrait pouvoir continuer à avancer en toute sécurité. Ils vont devoir se faufiler entre toutes les lances, alors tout en marchant, Yuka demande si quelqu'un a des problèmes. Heureusement, comme leur nouvelle armure est très ajustée, les filles n'ont aucun mal à passer à travers les lances. Une fois qu'elles ont avancé dans le couloir, Yuka sent quelque chose devant elle et avertit les filles de se préparer au combat. Le groupe tombe nez à nez avec un groupe d'orques, et à la seconde où Silk voit les orques, des années de haine générationnelle lui reviennent à l'esprit. Yuka sait que les orques sont les ennemis naturels des elfes, mais il demande à Silk de rester calme pour ne pas commettre d'erreur. Yuka prévoit de les frapper d'abord avec une puissante magie, puis Marina attaquera avec son épée, et Silk pourra apporter son soutien à l'arrière. Maintenant que tout le monde connaît le plan, Yuka lance ses sorts d'enchantement et Rin commence à lancer un sort de boule de feu. Une fois qu'elle a terminé, elle la lance sur les orques, les enflammant, et Yuka se joint à elle en lançant une boule de pierre. Alors que les orques tentent d'échapper à ces rochers, Silk en tue un dans le cou, et un autre est écrasé, si bien qu'il n'en reste plus que 2. Marina charge, et alors que les 2 derniers orques foncent, Yuka les frappe avec un sort de paralysie et de ralentissement, ce qui permet à Marina d'en couper un en 2 tandis que Silk tire dans le cou de l'autre. Marina achève le tout en coupant la tête de l'orque en 2. Maintenant que la bataille est terminée, Yuka s'approche des cadavres d'orques pour ramasser les pierres magiques et demande à Silk si elle s'est calmée. Silk s'excuse pour son emportement, mais elle ne peut s'empêcher d'être remplie de rage chaque fois qu'elle voit un orque. Yuka comprend qu'elle ne peut pas contrôler sa réaction face aux orques, car cela fait partie de la vie d'un elfe. À ce moment-là, Marina s'approche de Yuka et lui dit qu'elle vient de trouver quelque chose d'étrange sur le corps d'un des orques. Elle le lui tend, et après l'avoir inspecté, Yuka se rend compte qu'il s'agit d'un parchemin du mémorandum de révélation. C'est un artefact qui peut révéler des capacités cachées chez les personnes qui l'utilisent.
Il est assez étrange qu'un orque de Baran possède un tel objet, mais en l'état, il n'a pas beaucoup de valeur puisqu'il est très abîmé. Cependant, ce serait un gâchis de le vendre, alors Yuka dit qu'il va le réparer et laisser l'une des filles l'utiliser. Silk demande ce qui se passe si l'une d'entre elles utilise le parchemin, et Yuka explique qu'il débloque un talent caché. Par exemple, il peut vous permettre d'obtenir un deuxième emploi ou une nouvelle compétence. Si c'est ce que fait le parchemin d'Apocalypse, Rin et Silk suggèrent à Marina de l'utiliser lorsqu'il sera réparé, puisqu'elle n'a qu'un seul travail pour le moment. Marina hésite un peu à accepter car les mages à l'épée sont rares et elle n'est pas sûre d'avoir le potentiel pour en devenir un. Yuka pense que cela vaut la peine d'essayer, car même si elle n'obtient pas de second emploi, elle pourrait découvrir une sorte de capacité cachée. Juste à ce moment-là, un coffre apparaît en guise de récompense pour avoir vaincu les orques, et après l'avoir ouvert, ils continuent à marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent à la salle de repos entre les étages. La récompense qu'ils ont reçue du coffre est un sac magique, et Rin est folle de joie car tout le monde a dit qu'elle pouvait l'avoir, surtout parce que les sacs magiques sont plus utiles pour les personnes qui ont un rôle de soutien. S'ils parviennent à en trouver un autre à un moment donné, Yuka pense qu'il serait préférable que Silk l'ait, car cela lui permettrait de stocker plus de flèches. Une fois la pause terminée, ils se lèvent tous, mais avant de continuer, Yuka veut faire le point sur les pertes et les gains de l'équipe. Yuka a utilisé un de ses parchemins, mais son niveau de mana est encore correct, et Marina se sent parfaitement bien. Silk a utilisé 5 flèches lors du combat contre les orques, mais il lui en reste 20. Quant à Rin, elle est prête à continuer. Comme tout le monde est encore en bonne condition, ils descendent au 3e étage, et Yuka prévient tout le monde de rester vigilant, car même si cet étage n'a pas de boss, ils doivent être prêts au cas où ils se feraient attaquer. Il y avait auparavant une porte menant au donjon principal, la ville abandonnée, mais il y a environ 10 ans, la porte a disparu, et n'importe qui peut maintenant entrer. D'après ce que Yuka sait, les Shadow Stalkers sont censés ressembler à des mannequins noirs aux yeux brillants, mais ils n'ont pas été vus depuis des années, alors il n'y a aucune chance qu'ils en rencontrent un ici. Cependant, il y a un mannequin noir aux yeux brillants qui les regarde d'un air menaçant depuis le 3e étage, alors Marina leur demande s'ils devraient s'en inquiéter. Cette chose est sans aucun doute un Shadow Stalker, et Yuka pense qu'il est incroyable qu'ils envoient un ici, alors il s'assure que l'enregistreur le voit bien. Le Shadow Stalker a l'air effrayant, mais ils n'ont pas à s'inquiéter pour l'instant, car il se trouve au 3e étage, et il n'y a aucune chance qu'il puisse traverser le champ de distorsion. Cependant, le tracker d'ombre saute en bas et traverse le champ de distorsion comme si de rien n'était, ce qui signifie qu'ils sont peut-être dans le pétrin. Yuka demande à tout le monde de se préparer à se battre et sort un parchemin d'enchantement multiple pour renforcer les filles autant que possible. Mais même avec tous les enchantements, lorsque le Shadow Stalker lance sa première attaque, il élimine Marina en un seul coup. Rin se précipite aux côtés de Marina pour la soigner tandis que Silk la couvre, mais Yuka n'arrive toujours pas à croire que l'ombre a réussi à briser sa barrière multi-enchantement aussi facilement. L'ombre prépare une nouvelle attaque, Yuka charge donc en avant et lance une barrière de protection sur lui-même, mais l'attaque de l'ombre la brise facilement. Yuka en conclut que l'attaque de l'ombre doit être spécialement conçue pour détruire les barrières. Il change donc de tactique et lance Blink Shadow sur lui-même afin d'éviter d'être touché et de s'approcher furtivement de l'ombre pour la tuer. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper, l'ombre se retourne et frappe Yuka d'une malédiction de magie noire qui l'immobilise, de sorte qu'il n'y a peut-être aucun moyen de la vaincre. L'ombre lance ensuite un autre sort, mais Rin parvient à le bloquer avec un bouclier sacré, tandis que Silk contre-attaque avec ses lianes de dryade. Pendant que l'ombre est occupée, Rin tente de soigner Yuka comme elle l'a fait avec Marina, mais à sa grande horreur, elle découvre que Yuka ne respire plus. Au même moment, l'ombre taillade Silk dans le dos, et Marina parvient à la chasser, mais elle se déplace beaucoup trop vite pour qu'elle puisse la toucher, alors Rin décide d'utiliser un sort de grande portée pour l'abattre. Elle lance pluie de glaçons et vise l'ombre, mais celle-ci disparaît et frappe Marina et Rin dans le dos. Toutes les filles ont été gravement blessées, mais l'ombre n'est pas encore à terre, car elle lance des dizaines de canons à éclipse et les tire directement sur les filles. Cela aurait pu être leur fin, mais à la dernière seconde, Yuka revient et projette un bouclier de lumière sur elle. Il recouvre le sol d'un millier de sorts de déplacement afin que l'ombre ne puisse pas s'enfuir, puis il commence à spammer tous les effets de débuff qu'il peut lancer pour l'affaiblir, tout en lançant des buffs sur les filles pour les guérir. Maintenant que les filles sont de nouveau en état de se battre, Silk emprisonne l'ombre dans ses lianes, ce qui donne à Rin le temps de lancer son sort de mort vivante pour effacer l'ombre. La bataille est enfin terminée, et Marina est si heureuse que Yuka soit encore en vie qu'elle lui fait un gros câlin, mais Yuka lui dit que son câlin le rapproche dangereusement de la mort. Une fois que Marina l'a lâché, Yuka la remercie car si elle n'avait pas repéré le Shadow Stalker au moment où elle l'a fait, il aurait pu les attaquer par surprise, ce qui aurait été une condamnation à mort garantie pour eux. Il demande ensuite à Rin ce qu'elle pense de l'ombre, qui lui répond qu'il s'agit d'un mort-vivant, mais que son mana est en désordre, ce qui donne l'impression que l'existence de l'ombre n'aurait pas dû être possible. De plus,
Elle n'aurait pas dû pouvoir traverser le champ de distorsion, donc selon toute vraisemblance, elle doit être le résultat d'un débordement du donjon. Silk demande à Yuka ce qu'il pense qu'il devrait faire, et comme ils sont déjà à l'étage inférieur, il suggère qu'ils devraient au moins terminer leur quête avant de remonter. Dans ce cas, Marina demande s'il devrait informer tout le monde de la présence du Shadow Stalker avec un flux, mais Yuka préfère ne pas le faire car il porte la ligne d'équipement inédite Dirty, et il ne veut donc pas la montrer au public sans la permission de la société. Yuka suggère de terminer la quête rapidement afin de pouvoir sortir d'ici, alors il continue d'avancer et se dirige vers le couloir. Là, il trouve la porte qui mène à la ville abandonnée, et selon les légendes, des gens y ont vécu autrefois. Cependant, leur quête ne leur demande que de se rendre jusqu'à la porte, pas d'y entrer, alors une fois qu'ils l'ont touchée, ils font demi-tour et retournent à la surface. Après son retour, Yuka fait son rapport à la guilde et retrouve les filles qui l'attendaient à l'extérieur. Silk lui demande comment ça s'est passé, et Yuka lui dit qu'il a remis les images qu'ils ont enregistrées et qu'il a parlé à la guilde du traqueur de l'ombre. La guilde voudra probablement les interroger à ce sujet plus tard, alors Yuka suggère qu'elle prenne les 2 prochains jours de congé et qu'elle reste à Kualto. Marina apprécie cette idée et demande à Yuka s'il aimerait sortir avec eux tous. Silk ne connaît pas bien la ville, elle espérait donc que Yuka lui ferait visiter les lieux, et Rin veut voir tous les artefacts que la ville a à offrir. Yuka ne voit aucune raison de rejeter leur offre et accepte donc de sortir avec elle. Thunderpike continue à partir en aventure pour essayer de maintenir leur statut de groupe de rang A, mais Barry n'arrête pas de se plaindre de leur ration, car ils avaient toujours de la bonne nourriture grâce à Yuka quand il était avec eux. Simone lui dit que ça ne sert à rien de se plaindre maintenant, alors il propose de continuer et demande à tout le monde s'ils ont encore assez de mana et de potions. Barry lui répond qu'il n'a acheté aucune potion, car pourquoi gaspiller son argent en potions de soin alors que Camilla peut le guérir? Mais Camilla n'a pas un mana infini, tu sais. Simone leur dit d'arrêter de se disputer et demande à Jamie de mettre en route leur stream pour qu'ils puissent continuer pendant qu'elle s'en occupe. Barry commence à l'insulter, la traitant de faible et d'inutile sans raison, et les autres se joignent à lui. Ils sont dans une spirale incontrôlable ces derniers temps, et comme Yuka n'est plus là pour qu'ils lui reprochent leurs problèmes, ils ont commencé à s'en prendre à Jamie, et elle ne peut rien y faire. Bien que cette mission ait été un nouvel échec, à leur retour à la guilde, Mamar leur dit que s'ils continuent à échouer ainsi, ils risquent d'être rétrogradés. Elle suggère à Simon que son groupe ferait mieux d'accepter des quêtes un peu plus faciles pour pouvoir les terminer cette fois, et personnellement, elle leur conseille de viser des quêtes de rang C la prochaine fois. Simone est outrée qu'elle ose dire une telle chose à un aventurier de rang A, mais elle lui répond qu'il n'a pas produit de résultat digne de ce rang, donc il n'aura pas de traitement spécial. Simon essaie une fois de plus de rejeter la faute sur les autres et dit que c'est la faute de la guilde de ne pas leur avoir présenté quelqu'un qu'ils pourraient manipuler pour faire le travail à leur place, mais Mamar se moque de ses excuses et le renvoie. N'ayant rien d'autre à faire, Thunderpike s'assoit à une table pour ruminer, mais Jamie s'assoit à une table séparée car elle ne s'entend plus très bien avec les autres. Barry est toujours en colère que Mamar ait osé les menacer de rétrogradation, mais Simon le calme en disant que Mamar a raison, ils ne performent plus comme avant, donc peut-être que les missions de rang A sont trop pour eux en ce moment avec seulement 4 membres. Cependant, si Simone pense que l'absence d'un 5e membre est un problème, Camilla lui dit de se dépêcher de trouver un nouveau membre pour leur groupe, car c'est son travail en tant que leader. Simon sait que Camilla a raison, mais même s'il trouve quelqu'un, il n'y a aucune chance qu'il trouve quelqu'un d'aussi bon que Yuka. Barry lui demande alors s'il ne pourrait pas simplement ramener Yuka dans Thunderpike. Mais Simon a déjà essayé, et Yuka a refusé. Donc, s'il veut ramener Yuka, il va devoir faire quelque chose pour le convaincre d'oublier les années de manipulation qu'il a subies. C'est pourquoi Simone suggère qu'il prenne une mission dans le donjon des ténèbres achromatiques, car cela a toujours été le rêve de Yuka de le conquérir, lui qui voulait trouver une porte des abysses. Simon pense qu'il pourrait attirer Yuka en prétendant qu'ils veulent explorer le donjon, car seuls les groupes de rang A y ont accès, et Yuka ne pourrait pas le faire avec les nouvelles filles de son groupe. Barry trouve que c'est une excellente idée, alors il accepte le plan de Simon, et Jamie se demande juste comment elle a fini par être coincée avec une bande d'idiots comme eux. Pendant ce temps, Yuka et les filles se promènent en ville, et en marchant vers leur destination, Yuka leur dit qu'il a entendu dire que le donjon de Hon était temporairement fermé pour une enquête, ce qui n'est pas surprenant car un tracker des ombres y est apparu pour la première fois depuis 10 ans. En continuant leur chemin, ils finissent par trouver l'homme qu'ils sont venus rencontrer, et il les emmène inspecter une maison qu'ils envisagent d'acheter. Monday leur fait visiter, et la maison semble plutôt bien, mais Yuka ne pense pas qu'elle leur convienne, car les maisons de plein pied sont des cibles faciles pour les cambrioleurs. Il est difficile d'empêcher les gens de regarder par les fenêtres, ce qui pose un problème de confidentialité, surtout si les filles vont vivre ici. Dans ce cas, Monday propose de leur montrer une autre propriété et les emmène à une deuxième maison. Celle-ci a été récemment rénovée en maison familiale, avec des chambres privées à l'étage, un espace de stockage souterrain et un accès au toit. Marina trouve cet endroit génial, et Yuka l'aime bien aussi,
mais il n'a pas encore pris de décision, alors il demande à Monday s'il peut mettre cette maison en attente pendant un moment. Monday accepte de la laisser sur le marché au cas où Yuka déciderait de l'acheter, mais pour l'instant, il a une dernière propriété à leur montrer. Yuka et les autres le suivent jusqu'à la prochaine maison, mais en marchant, Yuka commence à se sentir mal à l'aise. Rin remarque cela et lui demande si quelque chose ne va pas. Yuka lui répond que ce n'est pas grave, mais que la base de Thunder Pike est près d'ici, donc il craint de les croiser. Dès que les filles entendent cela, elles disent à Monday qu'elles ne veulent pas voir la dernière maison, elles ne veulent pas risquer de vivre dans le même quartier que Thunder Pike, même si c'était un manoir de 7 étages, elles n'en veulent pas. Marina suggère qu'ils achètent simplement la dernière maison qu'ils ont vue, car elle était plutôt bien, et Yuka est d'accord. Le même jour, ils déménagent toutes leurs affaires dans la nouvelle maison. Yuka propose d'aider les filles à ranger leurs affaires et leur demande si elles ont choisi leur chambre, mais elles attendaient en fait que Yuka choisisse la sienne en premier. Yuka est surpris et leur demande si elles veulent vraiment qu'ils vivent avec elle, et c'est exactement ce qu'elles veulent, car cette maison est censée être une base pour le groupe, et c'est grâce à Yuka qu'ils ont pu se l'offrir, donc bien sûr, elles veulent qu'ils vivent avec elle. Yuka hésite à vivre sous le même toit que les filles, mais Marina lui rappelle que lorsqu'ils campent pendant leurs aventures, Yuka n'a aucun problème à dormir à côté d'elle, donc cela ne devrait pas être différent. Il est difficile de contredire cette logique, alors Yuka accepte de s'installer, mais il établit quelques règles. Il dit aux filles de garder à l'esprit qu'il est un homme, donc elles doivent verrouiller leur porte quand elles changent de vêtements ou autre. Il ne veut vraiment pas se retrouver dans des situations embarrassantes, et tant qu'ils respectent tous leur vie privée, il ne devrait pas y avoir de problème. Cela réglé, ils s'assoient à table pour manger et trinquer à leur avenir en tant que Chloé. Cependant, Yuka remarque que Rin est un peu distraite, alors il regarde la télévision et, à sa grande surprise, il voit un reportage sur un groupe qui s'attaque au donjon des ténèbres achromatiques. Le présentateur explique que Thunder Pike a reçu l'autorisation de la guilde pour mener une enquête dans le donjon achromatique, et qu'ils se sont apparemment associés à un autre groupe, dans le but d'atteindre la porte des abysses. Entendre que Thunder Pike poursuit son rêve est un véritable coup dur pour Yuka, et les filles pensent qu'il doit être très contrarié, mais il dit qu'il va bien. Après tout, ce n'est pas une course, et s'il doit affronter le donjon achromatique, il veut le faire avec Chloé, et il se moque que Thunder Pike veuille le faire avant lui. Il veut simplement les oublier et continuer son repas, mais il reçoit ensuite un courrier de la guilde lui disant qu'il est convoqué. Lui et Rin se rendent à la guilde pour voir de quoi il s'agit, et on leur informe que le groupe a spécifiquement demandé l'aide de Yuka pour une mission à venir. Yuka est d'abord curieux, mais quand il voit que la demande vient de Thunder Pike, il refuse immédiatement et continue sa journée. Cependant, quelques minutes plus tard, Simon est informé que Yuka a refusé la demande, alors il se met en quête de Yuka pour exiger une explication. Yuka s'attendait à ce que cela arrive, alors il se tourne vers Simon, qui lui demande pourquoi il a refusé. Yuka lui répond qu'il n'y a pas de raison particulière, il ne veut tout simplement pas travailler avec Thunder Pike, peu importe les circonstances, même si c'est pour son rêve. Il est honnêtement surpris que Simon se souvienne que son rêve était de trouver une porte des abysses, mais il n'a pas l'intention de s'impliquer, alors il souhaite bonne chance à Simon pour sa mission. Simon essaie de culpabiliser Yuka en disant qu'il a déjà commencé à préparer la mission en comptant sur sa participation, mais ça, c'est le problème de Simon, alors pourquoi devrait-il s'en soucier? Il était très impoli d'envoyer une demande à quelqu'un qui fait déjà partie d'un groupe actif, et tant que c'est une demande, Yuka a parfaitement le droit de refuser pour n'importe quelle raison. Simon se met en colère et dit à Yuka qu'il a tort d'avoir abandonné Thunder Pike, mais Yuka en a assez et lui crie que c'est Simon qui a tort. Quand Yuka était dans Thunder Pike, tout, des préparatifs avant les quêtes aux recherches et à la collecte d'informations, reposaient sur ses épaules, et Simon n'a jamais montré de gratitude pour tout le travail qu'il a accompli. Simon n'a fait que l'utiliser, donc pour Yuka, ils ne sont plus amis. Simon est stupéfait et demande à Yuka ce qu'il est censé faire maintenant, car si Thunder Pike échoue encore une fois, ils seront rétrogradés. Ce n'est pas le problème de Yuka, alors il prend la main de Rin et s'en va. 2 semaines plus tard, Yuka rencontre le maître de la guilde et reçoit de mauvaises nouvelles. Il semble qu'un débordement de donjon soit en train de se produire, car en plus de ce qui est arrivé au groupe de Yuka à Oon, plusieurs autres incidents ont eu lieu dans le pays. Compte tenu des circonstances, l'Académie royale ne pouvait pas nier la possibilité d'un déferlement de donjons, ce qui explique probablement pourquoi ils ont donné à Thunder Pike l'autorisation d'enquêter sur le donjon des ténèbres achromatiques. Cela dit, Benwood veut nommer Yuka et le reste de Chloé pour une mission d'enquête dans ce donjon. Yuka lui dit immédiatement qu'il ne peut pas accepter la quête, car un groupe de rancés comme Chloé ne peut pas faire un travail pareil. De plus, même si Thunder Pike n'est pas fiable, il y a d'autres groupes de rangs à impliquer dans l'enquête sur le donjon achromatique. Cependant, Benwood lui dit que les autres groupes en ont assez des manigances de Thunder Pike et se sont retirés de la mission. En fait, il semble que Thunder Pike n'ait jamais vraiment eu l'intention de participer, car ils n'ont même pas soumis de demande officielle pour la mission. Benwood sort alors un registre et le montre à Yuka,
mais Yuka sait déjà ce que c'est, car c'est le seul journal de conquête de la dernière mission dans le donjon achromatique, et il contient la preuve que la porte des abysses existe. C'est exactement pourquoi Benwood veut que Yuka mène l'enquête, parce qu'il est passionné par la porte des abysses, et que si c'est lui, ses rapports seront entièrement fiables. Il ne demande pas à Yuka de conquérir tout le donjon, il veut juste qu'il y jette un coup d'œil. Mais pour cela, Yuka devrait se frayer un chemin à travers le donjon, et il pense que ce serait trop risqué. Benwood comprend ses inquiétudes, c'est pourquoi il est prêt à donner ceci à Yuka pour la quête, un parchemin de sortie, qui lui permettra de quitter le donjon instantanément quand il le voudra. Benwood demande donc à Yuka de reconsidérer sa décision. C'est alors que Mamar entre et remet à Yuka le formulaire de demande officielle pour cette mission, qui stipule qu'il rejoindra un groupe appelé King of Wellmelia, et que son groupe obtiendra un statut provisoire pour la durée de la mission. Cela commence à ressembler à quelque chose de très sérieux, alors Yuka dit qu'il doit en parler avec les membres de son groupe avant de prendre une décision. De retour à la maison, Yuka explique la demande aux filles et leur dit qu'il pense en réalité refuser. Les filles sont surprises qu'il rejette une telle opportunité, et Yuka comprend que participer serait un énorme coup de pouce pour leur groupe, mais il ne pense pas qu'ils soient prêts. Il leur manque encore beaucoup d'expérience et de préparation, mais même s'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour leur manque d'expérience, Silk dit à Yuka qu'ils peuvent encore faire les préparatifs nécessaires avant le début de la mission. Rin demande à Yuka s'il a peur pour une raison quelconque, et Yuka n'y avait pas pensé jusqu'à maintenant, mais il a vraiment peur. Il craint de perdre les filles s'ils entreprennent une mission aussi dangereuse, car c'est la dernière chose qu'il souhaite. Les filles ressentent la même chose pour lui, mais elles promettent de tout faire pour revenir saines et sauves de la mission, donc Yuka peut leur faire confiance pour se débrouiller. Yuka réalise qu'il a été trop prudent et s'excuse auprès des filles de ne pas avoir cru en elle. Ils acceptent tous d'affronter ensemble le donjon achromatique, et plus tard dans la journée, le groupe retourne à la guilde pour dire à Benwood qu'ils acceptent la quête, mais qu'ils ont discuté et qu'ils pourraient avoir besoin d'une personne supplémentaire, alors il lui demande s'il peut leur présenter un bon éclaireur. Mamar s'attendait à cela, alors elle a déjà quelqu'un en réserve. Il s'agit de Naine, la fille d'une de ses amies, mais après avoir fait trop de farces, elle a été bannie de son pays natal, alors Mamar l'a recueillie et l'a aidée à changer de vie. Naine se présente comme une ancienne voleuse Fercy, mais maintenant elle est une ninja de rang C, et elle promet de se rendre utile à l'équipe, alors elle demande à être engagée comme éclaireuse. Étant donné que l'équipe est prête, Benwood et Mamar les conduisent dans le sous-sol de la guilde, où l'entrée du donjon achromatique est cachée. Silk est surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que l'entrée du donjon se trouve juste en dessous de la guilde. Mamar explique que la guilde des aventuriers a été construite au-dessus du donjon achromatique comme mesure de protection pour sceller son entrée. Mais cela dit, avant que Yuka et les autres ne pénètrent à l'intérieur, Benwood souhaite l'informer de quelque chose. L'autre groupe de rang à qui devait participer à cette enquête a finalement abandonné à la dernière minute, donc Thunderpike est le seul groupe présent dans le donjon pour le moment. Benwood sait ce que Yuka pense de Thunderpike, alors il a jugé bon de l'avertir, car il pourrait finir par les croiser. Et en parlant de Thunderpike, la guilde enquête actuellement sur eux pour fraude, car des allégations prétendent que Simon dilapide les fonds destinés à la mission. Quoi qu'il en soit, Benwood demande simplement à Yuka d'essayer de rester amical s'il croise Thunderpike, car ils ne peuvent pas se permettre que des aventuriers se battent entre eux dans le donjon. Sur ce, la porte du donjon est ouverte, et le groupe se prépare à commencer leur enquête. Mais avant qu'ils n'entrent, Benwood leur rappelle que leur mission consiste simplement à explorer, donc ils n'ont pas besoin de se lancer dans des combats ou de tenter de vaincre des monstres. Yuka et les autres disent qu'ils ont compris, alors ils commencent leur diffusion en direct et s'adressent à leurs spectateurs. Yuka salue tout le monde et leur annonce qu'aujourd'hui, Clové va pénétrer dans le donjon achromatique pour la toute première fois, et qu'ils diffuseront chaque instant de leur exploration. Comme Naine est l'éclaireuse, Yuka lui confie une lanterne et une boussole magique pour guider le groupe, ce qui facilite grandement sa tâche. Elle informe le groupe qu'il n'y a aucun monstre en vue et que la boussole du vent indique cette direction. Elle enfile alors une cape d'invisibilité et part en avant pour vérifier. Pendant que Naine est partie, Silk demande à Yuka ce qu'il ressent à l'idée d'explorer enfin le donjon achromatique, mais pour être honnête, il n'est pas aussi excité qu'il l'imaginait. Bien que la mission ne fasse que commencer, Marina est sûre que cela deviendra plus amusant plus tard. Silk, quant à elle, dit qu'elle est vraiment enthousiaste d'être là. Elle est devenue aventurière uniquement pour l'argent au départ, mais après avoir entendu Yuka parler de son rêve, elle a été fascinée par l'idée de vivre des aventures pour accomplir un rêve. Peu après, Naine revient et dit qu'elle a confirmé la route qu'ils doivent prendre, mais cet endroit est vraiment étrange. La route dont parle Naine est une porte flottant au milieu d'une forêt, alors Yuka et les autres la traversent et s'enfoncent plus profondément dans le donjon. En marchant, Yuka mentionne qu'il a entendu que Thunderpike est entré dans le donjon il y a 2 semaines et qu'ils sont actuellement au 8e étage, donc il y a peu de chances qu'ils se croisent pour le moment. Yuka rappelle aux filles que leur objectif est simplement de vérifier s'il y a quelque chose d'anormal dans le donjon, pas de le conquérir,
donc il serait préférable d'éviter tout combat si possible. Cependant, ils trouvent bientôt leur chemin bloqué par un étrange monstre poisson, et il n'y a aucun moyen de l'éviter, donc il semble qu'ils vont devoir se battre après tout. Yuka n'a jamais vu une créature comme celle-ci auparavant, alors il ne prend aucun risque et commence à élaborer une stratégie d'attaque. Il demande à Rin de préparer un sort de feu compact et à Silk de tirer des flèches sur la tête du monstre. Quant à Marina, il veut qu'elle utilise ceci, elle attaque normalement avec une épée, mais Yuka veut en finir avec le monstre le plus rapidement possible, donc l'arbalète est la meilleure option. Marina est un peu déçue, car elle espérait utiliser son épée après avoir obtenu un nouveau métier de samouraï, mais une arbalète, c'est cool aussi. Maintenant que tout le monde a compris le plan, Yuka donne tout et commence à lancer son sort de missile prismatique. Juste au moment où le monstre commence à charger, il le frappe, suivi d'un carreau d'arbalète de Marina, qui perce un trou dans sa poitrine. Rin lance ensuite son sort de flamme directement dans le trou dans la poitrine du monstre, le faisant brûler de l'intérieur, et Silk achève le monstre avec quelques flèches dans la tête. Nen est impressionné par la rapidité avec laquelle ils ont réussi à vaincre le monstre, et maintenant qu'il est vaincu, l'équipe peut se diriger vers la salle sûre. Une fois arrivé dans la salle sûre, Yuka propose de faire une pause et coupe le stream. Il demande à chacun de faire le bilan des pertes, mais à part les flèches utilisées pour combattre le monstre, tout le monde est encore bien équipé. Yuka est content d'entendre que tout le monde est en bonne forme, donc il ne reste plus qu'une chose à régler, le coffre au trésor. Ils vont évidemment l'ouvrir, mais Yuka se demande s'il devrait le faire en direct ou non. Silk fait remarquer que s'il y a un butin précieux dans ce coffre, les gens pourraient être mécontents qu'un groupe de rancés comme le leur l'obtienne. Elle a raison, donc Yuka décide qu'il devrait ouvrir le coffre hors caméra et donne à Nen le feu vert pour crocheter la serrure. Elle s'exécute, et en crochetant la serrure, elle découvre qu'il y a un piège intégré, mais ce n'est pas un problème car elle est assez habile pour l'éviter. Nen finit par ouvrir le coffre, et ils sont tous émerveillés de voir qu'il est rempli de magnifiques gemmes. Yuka demande à Silk de garder les bijoux et l'or pour le moment. Elle commence à les ranger dans son sac magique, et une fois terminé, Yuka regarde à l'intérieur pour voir s'il y a des artefacts. Il ne sait pas pourquoi ils ont laissé des gemmes dans le coffre, mais Yuka trouve un anneau magique qui semble très prometteur, ainsi qu'une sorte de cube. Il est un peu confus, car son analyse ne lui a donné aucune information sur l'artefact, mais c'est parce que l'artefact n'a pas encore d'attribut. Cela semble intéressant, donc Yuka prévoit de signaler son existence à Benwood avant de l'utiliser. Quant à l'anneau, il pense qu'il serait parfait pour Rin, car c'est un artefact qui maintient son utilisateur calme, et il fonctionne déjà clairement, car elle n'a que légèrement paniqué lorsque Yuka s'est mis à genoux pour lui passer l'anneau au doigt. Ils continuent leur progression dans le donjon, et peu après, Nen parvient à localiser l'escalier menant au deuxième étage. Yuka lui dit qu'elle fait un excellent travail en tant qu'éclaireuse, mais Nen lui répond que c'est grâce à la boussole du vent qu'il lui a prêtée. Elle lui permet de trouver l'escalier en suivant les courants d'air dans le donjon. Yuka est un peu surpris, car il pensait que tout le monde utilisait des artefacts similaires pour traverser le donjon, mais il en a tellement que cela lui semble normal. Une fois arrivés dans la salle sur du deuxième étage, Yuka demande à chacun de mentionner les choses étranges qu'ils ont remarquées jusqu'à présent. Silk mentionne que le paysage semble avoir changé à certains endroits, puis il y a cette créature à tête de requin, mais le plus intriguant est le fait qu'ils aient trouvé un coffre au trésor dans la salle sur du premier étage. Cela n'a aucun sens pour lui, car les coffres au trésor se trouvent généralement dans les étages plus profonds, et la valeur des objets trouvés dans le coffre est proportionnelle à la dangerosité de l'étage. Donc, le fait qu'ils aient trouvé toutes ces gemmes ainsi que 2 artefacts précieux ne colle pas. Tout cela est plus que suffisant pour justifier des soupçons, et par précaution, ils ne devraient probablement pas risquer d'aller trop loin pour le moment, donc Yuka suggère qu'ils devraient rentrer pour aujourd'hui. Cette mission est un grand succès, car ils ont réussi à enquêter sur pas mal de choses, trouver des artefacts intéressants, et n'ont subi aucune perte. Malheureusement, la bonne humeur de Yuka est gâchée car il finit par croiser Thunderpike. Oui, il espérait vraiment ne plus jamais avoir à les voir, et il est clair qu'ils n'ont pas changé d'un iota, car Simon, Barry et Camilla commencent tous à le réprimander pour son ingratitude, tandis que Jamie reste à l'arrière et essaie de ne pas s'impliquer dans les caprices de ses coéquipiers. Simon s'approche alors de Yuka et dit que puisque Clovey est ici, il va être gentil et former une alliance avec eux, donc il exige que Yuka lui remette toutes les données et le butin précieux qu'il a obtenu pendant son expédition. Yuka ne peut pas croire l'audace de Simon de penser qu'il accepterait une telle chose, mais Barry lui fait remarquer avec suffisance que le groupe de Yuka est de rang C, donc il est naturel qu'il s'allie à un groupe de rang A, et Yuka devrait être reconnaissant qu'il lui propose même cela. Le stream est toujours en cours, donc tous les spectateurs de Yuka le voient se disputer avec Simon, et ils sentent déjà que quelque chose d'intéressant est sur le point de se produire. Simon continue de débiter ses absurdités et exige également que Yuka lui donne tout le crédit pour les informations qu'il a recueillies. Yuka en a assez d'écouter les stupidités de Simon, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Silk le devance. Elle traite Simon d'éhonté pour essayer de profiter des autres, mais Simon,
Barry et Camilla sont discriminatoires envers les elfes noirs, donc ils la traitent de sauvageonne suivante du dieu sombre et disent qu'une sauvage comme elle n'a pas le droit de parler en leur présence. C'en est trop pour Yuka, car ils peuvent le manquer de respect autant qu'ils veulent, mais s'ils insultent un membre de sa précieuse famille, alors quelqu'un va mourir aujourd'hui. Simon essaie de minimiser le racisme flagrant de lui et des autres, mais Yuka est très sérieux dans sa menace, et il leur dit qu'il préférerait mourir que de travailler à nouveau avec eux. Il ne veut pas passer une seconde de plus près de Simon, donc il dit à tout le monde dans Clové qu'ils partent. Sur ces mots, ils s'en vont, laissant les trois narcissistes furieux, et Jamie très mal à l'aise. Et rappelez-vous, tout cela a été capté sur le stream de Yuka, donc beaucoup de gens viennent de voir Thunderpike se comporter de manière ouvertement raciste, et il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne soit annulé. 2 jours plus tard, Thunderpike est convoqué à une réunion avec Ben Wood, qui leur annonce que plusieurs plaintes ont été déposées contre eux ces derniers jours. Une de leurs sponsors, alléguant que Thunderpike détourne les fonds qui leur ont été alloués pour la mission. 2 plaintes pour droit civil du Conseil des Elfes et de Welmelia pour avoir été ouvertement raciste envers Silk, et une plainte du siège de la guilde. Ben Wood demande à Simon s'il a quelque chose à dire pour sa défense, mais malheureusement, le bon sens était en pénurie à la naissance de Simon, donc il dit qu'il n'a rien fait de mal. Selon lui, c'est Clové qui a eu tort de permettre à leur sauvageonne d'elfe noir de lui parler ainsi, mais avant même qu'il ne termine sa phrase, Simon reçoit un coup de poing bien mérité en plein visage. Ben Wood est furieux que Simon soit si peu repentant, mais Simon ne comprend pas pourquoi Ben Wood en fait tout un plat pour une simple sauvageonne d'elfe. Ben Wood lance un poignard près du visage de Simon pour le faire taire, et comme Simon est clairement trop ignorant pour comprendre par lui-même, Ben Wood lui explique, un groupe de rangs reconnu par le royaume de Welmelia vient d'être vu en train d'être ouvertement raciste envers une elfe noire, et cela a entaché la dignité du royaume. Simon pense que Ben Wood exagère pour une simple dispute entre aventuriers, mais Ben Wood l'attrape par le cou et lui dit que sa petite dispute pourrait finir par endommager les relations du royaume avec les elfes. Voici ce qui va se passer, Ben Wood veut que Simon et les autres fassent un stream d'excuses immédiatement, et il ferait mieux de se préparer à perdre sa licence d'aventurier, voire à être exilé du royaume. Simon commence à réaliser à quel point la situation est sérieuse, donc il essaie de négocier en disant qu'il n'y aura personne pour terminer l'enquête sur le donjon achromatique si Ben Wood les exile, mais Ben Wood lui répond qu'il se portera très bien sans eux. Contrairement à Thunderpike, Clové a prouvé qu'ils étaient capables de se débrouiller seuls et de travailler ensemble dans des situations dangereuses, et pendant la mission, ils ont été provisoirement promus au rang A. Simon est sans voix en réalisant que Clové est maintenant de rang A. Ben Wood ne veut pas perdre plus de temps à parler à Simon, donc il lui dit de sortir de son bureau et de commencer à travailler sur ce stream d'excuses. Simon ne peut pas croire que cela lui arrive, et il n'a aucune intention de s'excuser pour ce qu'il a fait, car il ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Au lieu de cela, il blâme Yuka, car tout cela est arrivé à cause de son stream, donc il veut se venger. C'est alors que quelqu'un appelle Simon depuis un coin et lui dit qu'il a un plan pour le remettre sur le tout en se vengeant de Yuka et de Clové, et Simon semble intéressé par ce qu'il a à dire. Le lendemain, Marina rencontre Yuka parce qu'elle a compris quelque chose à propos de l'artefact pour bébé qu'ils ont trouvé. Elle sait ce qu'il faut faire, mais elle a besoin de l'aide de Yuka pour que ça marche, alors elle lui dit de la tenir en pensant à elle, et pendant qu'il fait ça, la boîte noire se transforme en sabre de samouraï noir. Yuka est stupéfait car même lui ne savait pas que c'était possible. Il demande donc à Marina de lui expliquer comment cela fonctionne, mais elle lui répond que c'est un secret. Quelques jours plus tard, Ben Wood rencontre Clové alors qu'il s'apprête à pénétrer à nouveau dans la Chromatic Darkness. Il leur rappelle qu'ils n'ont pas besoin d'essayer d'accomplir quoi que ce soit puisque les informations qu'ils ont ramenées lors de leur première expédition étaient plus que suffisantes. Yuka lui assure qu'ils seront prudents et que si quelque chose tourne mal, il utilisera le parchemin de sortie pour s'enfuir immédiatement. Ils commencent leur diffusion en direct et annoncent à tous les téléspectateurs qu'ils vont effectuer leur deuxième expédition dans la Chromatic Darkness aujourd'hui, et que leur objectif est d'atteindre l'escalier du 3e étage tout en cherchant des choses étranges. Jusqu'à présent, l'expédition s'est déroulée sans encombre puisque le groupe est parvenu à atteindre l'escalier du 1er étage sans trop de difficultés. Mais alors qu'elle monte au 2e étage, elle découvre une chose à laquelle aucune d'entre elles ne s'attendait, un grand champ ouvert. Les filles ont du mal à croire qu'elles sont encore à l'intérieur d'un donjon alors qu'elles peuvent clairement voir le ciel, mais Yuka se souvient d'avoir vu des enregistrements de certains étages de donjons qui ressemblent à des espaces extérieurs, donc ce n'est pas si étrange. Le seul point qui le préoccupe est que les étages extérieurs n'apparaissent généralement qu'aux alentours du 20e étage, mais ils sont actuellement au 2e étage, ce qui n'est pas normal. Yuka pense que la disposition du donjon a dû changer, il aimerait donc mieux observer les environs, mais malheureusement, il n'a pas apporté de télescope avec lui. Heureusement, Rin connaît un sort de vision télescopique, et Yuka la soulève sur ses épaules pour qu'elle puisse jeter un coup d'œil autour d'elle. Rin regarde au loin, et au début, elle ne voit rien, puis elle aperçoit une petite maison de l'autre côté du champ. Puisque c'est la seule chose qu'ils ont repérée dans ce champ,
Yuka et les autres commencent à se diriger vers la maison, mais pendant qu'ils marchent, Silk lui demande si c'est normal qu'il y ait des maisons dans un donjon. Yuka sait qu'on trouve souvent des ruines dans les donjons, mais c'est la première fois qu'il rencontre une maison entière, alors il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et le fait qu'il y ait un soleil ne fait qu'ajouter à son inquiétude, car s'il fait jour, cela signifie qu'il fera nuit à un moment ou à un autre, et son instinct lui dit qu'ils ne veulent pas être ici quand la nuit tombera. Le groupe arrive bientôt à la maison, et maintenant qu'il la regarde de plus près, elle semble avoir été construite récemment, ce qui soulève la question de savoir qui construirait une maison dans un donjon. C'est alors qu'une vieille femme sort de la maison et dit qu'elle est ravie d'avoir de la visite, et elle les invite tous à l'intérieur pour prendre du thé et de la tarte. Yuka est immédiatement mis sur les nerfs, car il est impossible qu'une vieille dame puisse survivre seule dans un donjon. Il ne sait peut-être pas ce qui se passe, mais il sait qu'il ne veut pas y participer. Marina demande à la vieille dame qui elle est et pourquoi elle se trouve dans le donjon. La dame lui répond qu'elle lui expliquera, mais d'abord, elle les invite tous à entrer à l'intérieur et à se reposer un peu. Yuka sait reconnaître un piège quand il en voit un, alors il lui dit qu'ils ne s'approcheront pas de cette maison, et voyant que Yuka ne tombera pas dans le piège, la vieille dame révèle sa vraie forme. Le ciel s'assombrit soudain et la maison commence à s'agrandir sous leurs yeux. La vieille dame est devenue une belle jeune femme, et elle est un peu déçue que Yuka ne soit pas entré dans sa maison, mais elle est aussi impressionnée qu'il ait instinctivement su que c'était une mauvaise idée. Yuka n'était pas sûr avant, mais maintenant il sait exactement ce qui se passe et à qui il a affaire. Cette femme est Dame Perséphone, la déesse qui inverse la vie et la mort. Perséphone est encore plus impressionné que Yuka la connaisse, mais s'il sait qui elle est, alors il doit savoir qu'il n'a aucune chance de gagner contre elle, et elle va donc l'obliger à la divertir pour le reste de l'éternité. Yuka est bien conscient qu'ils ne peuvent pas gagner un combat contre Perséphone, mais il connaît une astuce qui pourrait leur permettre de s'en sortir vivant, alors il s'agenouille et dit qu'il aimerait rencontrer Perséphone à nouveau quand son temps sur ce monde prendra fin. Ce devait être le code secret, car Perséphone n'a soudain plus l'intention de les capturer, mais elle dit à Yuka qu'elle n'oubliera pas sa promesse et lui jette une malédiction. Des lettres noires apparaissent soudainement sur le visage de Yuka, et il ressent une immense douleur, mais il n'a pas le temps de s'en inquiéter car ils doivent tous retourner à l'escalier immédiatement. Il lance des enchantements physiques sur chacun d'entre eux pour qu'ils puissent courir plus vite, et pendant qu'ils courent, il dit aux autres que la femme là-bas était Dame Perséphone, ce qui signifie que cet endroit doit être le pays de la mort, et que quoi qu'il arrive, ils ne doivent pas se laisser rattraper par les ténèbres. Ils reviennent à temps à l'escalier, mais le fait d'être resté si longtemps dans le pays de la mort a drainé une grande partie du mana de Yuka, qui ne peut donc pas utiliser de magie de récupération. Les filles remarquent alors la marque sur le visage de Yuka, elles lui tendent un miroir et il reconnaît qu'il s'agit de la marque de Perséphone. Rin aimerait l'aider à s'en débarrasser, mais elle n'est pas assez forte pour le faire. Yuka devra donc se rendre dans un temple à leur retour en ville, mais pour l'instant, ils font une pause pour manger et discuter de ce qui vient de se passer. Yuka raconte aux autres qu'il a lu des histoires sur l'époque où un aventurier nommé Ramazerka s'est aventuré dans le champ de gris. C'est ainsi qu'il a appris l'existence de la phrase qui a permis à Perséphone de les laisser partir, mais il n'est pas sûr de savoir comment elle a fonctionné ni quelles en seraient les conséquences. Comme les autres l'ont sans doute deviné, il s'agit d'un tout autre royaume, où le cycle de la vie et de la mort se répète à l'infini sous le règne de Dame Perséphone. Yuka s'est toujours demandé si une porte des abysses reliait vraiment les mondes entre eux, et il semble qu'il ait enfin sa réponse. Il pense que le donjon achromatique recrée des versions des mondes auxquels il est relié, mais même si c'est le cas, ils ne sont qu'au 2e étage, donc quelque chose comme ça ne devrait pas se produire ici. Yuka réfléchit un instant et se rend compte qu'ils ne sont peut-être pas au 2e étage. Il se souvient avoir lu que l'avant-garde avait déjà conquis quelque chose de similaire à cet étage, ce qui signifie qu'il doit s'agir du 30e étage. Cela signifie que les escaliers les transportent à des étages aléatoires du donjon. Si les étages du donjon sont vraiment sautés d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas ce qui pourrait se passer, alors Yuka pense que ce serait une bonne idée d'utiliser le parchemin de sortie pour partir immédiatement. Mais Silk lui dit d'attendre, son mana est encore épuisé par sa rencontre avec Perséphone, et utiliser le parchemin maintenant serait trop contraignant. Les filles suggèrent qu'ils devraient rester dans la pièce sécurisée un peu plus longtemps, au moins jusqu'à ce qu'ils aient tous récupéré, et puisque c'est ce qu'ils veulent, Yuka est d'accord. Ils s'endorment tous, mais lorsque Yuka ouvre les yeux, il se retrouve ligoté et Simon se tient au-dessus de lui. Il se demande pourquoi Simon est ici, mais Simon lui répond qu'il a simplement suivi Yuka et les autres jusqu'ici. Yuka demande ce qu'il veut, mais Simon lui dit de se calmer, à moins qu'il ne soit d'accord pour que les filles soient blessées. Camilla ne leur a jeté qu'un sort de sommeil pour l'instant, donc elles vont bien, mais elles ont reçu un collier d'esclave de quelqu'un qui en veut beaucoup à Yuka, et tant que Rin le portera, elle sera forcée d'obéir à tous les ordres de Simon, même si c'est pour tuer ses amis. Yuka dit à Simon que s'il fait cela, il sera considéré comme un criminel, mais Simon est déjà sur le point d'être exilé du royaume, c'est donc un perdant qui n'a plus rien à perdre. Cela dit, Simon est prêt à laisser partir les filles,
mais seulement si Yuka fait quelque chose pour lui en échange. Il sort une déclaration et demande à Yuka de la signer pour prouver qu'il reconnaît que tout ce qui y est écrit est vrai. La déclaration dit que tous les commentaires racistes sur les elfes ont été lancés par Clovey, que Thunderpike n'a rien fait de mal, et que tout le hentai de fourrure sur l'ordinateur de Simon est l'œuvre de Yuka. Yuka n'arrive pas à croire ce qu'il lit, et il dit qu'il ne signerait jamais quelque chose comme ça, mais Simon menace d'utiliser le collier d'esclave pour forcer Rin à faire quelque chose de très inapproprié s'il ne le fait pas, alors Yuka n'a pas le choix. Simon commence alors à battre Yuka par colère pour tout ce qu'il a dû endurer depuis que Yuka a quitté le groupe, mais Barry lui rappelle de ne pas tuer accidentellement Yuka parce qu'il ne peut pas signer le document s'il est mort. Simon se rend compte qu'il a raison, mais il veut quand même faire souffrir Yuka, alors il lui dit qu'il va ordonner à Rin de tuer Silk et faire en sorte que Yuka assiste à la scène. Yuka le supplie de ne pas le faire et lui dit qu'il signera le document, alors Simon se met devant lui et sort une plume d'oie pour que Yuka signe. Jamie est à l'arrière, se sentant coupable de ce que font ses coéquipiers, mais elle n'a pas le droit à l'erreur après avoir laissé les choses aller aussi loin. Yuka est sur le point de signer le document, mais tout à coup, il ressent un énorme tremblement de terre. Le tremblement de terre se dissipe rapidement et Simon dit à Yuka de se dépêcher de signer le document, mais Yuka est toujours préoccupé par le tremblement de terre qui vient de se produire. Il s'agit d'une salle sécurisée, donc si un tremblement de terre se produit ici, c'est un signe clair que le donjon est en train de se déstabiliser. Simon pense que Yuka invente des choses pour gagner du temps, mais quelques secondes plus tard, le sol s'effondre sous ses pieds, entraînant Simon, Barry et Camilla dans un gouffre. Le reste du sol va bientôt céder, alors Yuka tente de réveiller les filles pour qu'elles ne meurent pas de la chute, mais elles sont toujours dans les vapes. Yuka essaie de sortir le parchemin de sortie pour qu'elle puisse s'échapper immédiatement du donjon, mais Simon a dû prendre son sac magique pendant qu'il dormait, et il n'a donc plus aucun de ses artefacts. Le sol cède bientôt complètement, et Yuka et les autres tombent à la renverse, mais heureusement, au milieu de la chute, Jamie lance un sort de chute de plume qui leur permet d'atterrir sains et saufs, à l'exception de Simon, Camilla et Barry. Ces derniers sont gravement blessés, et ils méritent toute la douleur qu'ils ressentent. Simon crie à Jamie d'avoir aidé Yuka au lieu de lui, mais ils ont de plus gros problèmes à régler car une tonne d'or les a encerclés et ils n'ont aucun moyen de s'en sortir. Jamie court vers Simon et s'empare du sac magique de Yuka pour le lui rendre, et une fois qu'il a récupéré son sac, il sort le parchemin du sanctuaire pour jeter une barrière pendant que Jamie annule le sort de sommeil que Camilla a jeté sur les filles. Une fois les filles réveillées, Rin prend la relève pour donner à Yuka le temps d'utiliser le parchemin de sortie et de les faire tous sortir d'ici, même Thunderpike. Jamie lui demande s'il est sûr de lui, car il a tout à fait le droit de les laisser mourir, elle est le reste de Thunderpike, mais même si ce qu'ils ont fait est vraiment maléfique, Yuka ne veut pas les laisser mourir dans un donjon. Malheureusement, Yuka a sous-estimé le manque de vision de Simon, car pendant que Rin maintenait la barrière, il a décidé de la prendre en otage. En conséquence, la barrière s'effondre et les autres sont obligés de se battre contre les orques pour les éloigner. Yuka veut aider, mais il ne peut rien faire tant qu'il est bloqué dans l'état d'activation du parchemin, si bien que Simon risque de tuer Rin. Heureusement, Jamie se précipite derrière Simon et l'envoie au sol pour sauver Rin. Le parchemin est sur le point d'être activé, et Yuka crie à Jamie de venir à ses côtés pour qu'elle puisse se téléporter avec eux, mais avant qu'elle ne puisse bouger, Simon donne un coup de coude à Jamie et commence à se diriger vers le cercle de téléportation. Barry et Camilla le supplient de les porter jusqu'au cercle parce qu'ils ne peuvent pas bouger, mais Simon n'en a plus rien à faire d'eux, alors il n'a pas de problème à les laisser derrière lui. Cependant, avant qu'il ne puisse atteindre Yuka, Jamie lui envoie un laser dans le genou pour l'empêcher d'atteindre Yuka. Yuka l'appelle à nouveau car le parchemin est sur le point de s'activer, mais elle n'arrivera jamais à temps, alors elle sourit et accepte son destin pendant que Yuka et les autres se téléportent. Simon commence à paniquer après avoir réalisé qu'il n'a plus d'option, alors il sort son dernier recours et se poignarde dans le cou avec une sorte d'injection alors que les orques se rapprochent. Bien que coincée dans le donjon, Jamie a réussi à survivre jusqu'à présent, mais elle ne tiendra plus très longtemps. Elle allume donc la caméra de streaming pour laisser un dernier message. Elle commence par raconter à quel point Yuka a toujours été gentil avec elle, allant jusqu'à l'aider à obtenir des médicaments pour son frère, mais elle ne l'a jamais remboursé, ne réalisant pas à quel point tout cela était coûteux. Ce n'est qu'après que Yuka ait quitté le groupe qu'elle a compris à quel point il avait travaillé dur pour les aider, et elle se sent dégoûtée par son propre comportement. Elle sait que Yuka ne lui pardonnera jamais, et elle pense honnêtement qu'elle ne mérite pas son pardon pour ce qu'elle lui a fait. C'est alors que Jamie entend Simon crier son nom avec colère. Ne pouvant pas se permettre qu'il la trouve, elle envoie un enregistrement de tous les crimes de Thunderpike et s'excuse auprès de Yuka pour tout ce qu'elle a fait. Yuka et les autres viennent de finir de regarder le stream, et il est clair que Jamie a déjà accepté son sort. Yuka se sent horriblement coupable d'avoir laissé Jamie mourir dans ce donjon, mais Rin le rassure en disant que ce n'est pas de sa faute. Il est difficile d'imaginer que Jamie ait pu survivre longtemps toute seule là-bas, mais Benwood leur apprend que la guilde a récemment reçu un signal de détresse provenant du donjon.
Le message est plein de parasites, mais ils reconnaissent clairement la voix de Jamie, ce qui signifie qu'elle est toujours en vie. Cependant, les responsables de la guilde débattent encore pour savoir s'il vaut la peine d'envoyer une équipe de secours pour la sauver, car le donjon achromatique est extrêmement dangereux. Yuka se lève immédiatement et propose de se porter volontaire pour la mission de sauvetage, affirmant qu'il ne peut pas laisser une amie mourir là-bas. Il demande également à Benwood de l'aider à trouver un autre parchemin de sortie, déclarant qu'il est prêt à payer n'importe quel prix. Benwood accepte de l'aider, mais il prévient Yuka que la décision d'autoriser la mission de sauvetage n'a pas encore été prise. Alors que Benwood s'éloigne, Yuka explique aux filles qu'il partira seul en mission pour ne pas les mettre en danger, mais elles refusent catégoriquement, sachant qu'il finira par faire quelque chose de téméraire s'il y va seul. De plus, sans Jamie, elles seraient probablement toutes mortes dans le donjon, et après avoir mis ce collier d'esclave à Rhin, celle-ci aurait été condamnée à une vie de servitude sans l'aide de Jamie. En parlant du collier d'esclave, Yuka demande à Rhin de s'approcher de lui. Lorsqu'elle le fait, il commence à invoquer un sort grâce à la marque maudite qu'il a reçue, et parvient à désactiver le collier d'esclave. Rhin est stupéfaite, car les colliers d'esclaves sont normalement impossibles à enlever une fois posés. Elle demande à Yuka quel sort il vient d'utiliser, et Yuka lui répond que c'est probablement de la magie noire. Il ne sait pas exactement pourquoi il connaît ce sort, mais il semble que de nouvelles compétences et sorts lui soient imposés par la marque de Perséphone. Cela fait probablement de lui un disciple du roi sans vie, alors Yuka plaisante en leur demandant de garder sa secret vis-à-vis de l'Église, mais elles sont sincèrement inquiètes pour lui. Yuka les rassure en disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant, car il semble que Perséphone ait simplement pris goût à lui pour une raison quelconque, donc la marque ne devrait pas poser de problème pour le moment. C'est alors que quelqu'un commence à frapper violemment à leur porte, et ils entendent la voix de Bézio qui leur ordonne de sortir. Yuka va à l'extérieur pour s'occuper de lui, et Bézio lui crie arrogamment dessus pour avoir mis autant de temps à ouvrir. Il tente ensuite de frapper Yuka, mais ce dernier lui donne un coup de pied dans les parties sensibles. Les gardes de Bézio essaient de dégainer leurs épées en voyant leur maître se faire attaquer, mais ils sont immédiatement mis hors combat par Nen et Marina. Yuka explique alors à Bézio que s'il espérait que Simone réussisse à les faire chanter, il se trompe lourdement, et qu'après les blessures que Simone a subies, il est probablement déjà mort dans le donjon. Bézio commence à paniquer légèrement, mais il est toujours convaincu que Simone a au moins réussi à mettre le collier d'esclave à Rhin, alors il sort son gemme de contrôle et ordonne à Rhin de sortir. Rhin sort lentement de la maison, ce qui fait croire à Bézio que le collier a fonctionné, mais elle lui assène alors un coup de barre en acier sur la tête. Elle s'apprête à en rajouter une couche pour s'assurer qu'il reste au sol, mais Yuka l'arrête, car le tuer en plein jour leur causerait des ennuis avec la loi. Rhin accepte d'arrêter puisque Yuka le lui demande, mais elle ne laissera pas Bézio partir sans une punition appropriée. Elle prend donc le collier d'esclave et l'enferme autour de son cou. Elle saisit ensuite la gemme de contrôle et lui dit que s'il ose se montrer à nouveau près d'eux, elle lui fera subir une mort atroce. Bézio supplie Rhin de comprendre qu'il veut simplement qu'elle l'aime, mais Rhin lui répond qu'elle appartient à Yuka et qu'elle ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme lui. Bézio ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre, et Yuka en a marre de l'obsession de Bézio pour Rhin. Il s'approche de lui et utilise la magie noire pour lui lancer un sort. Désormais, s'il tente de s'approcher de Rhin, son sang bouillira et ses parties intimes exploseront. Yuka estime que cela devrait suffire à l'éloigner pour de bon, puis il le remet à la police pour qu'il soit jugé pour ses crimes. Pendant ce temps, ils préparent leur équipement pour la mission de sauvetage. Ils ont toutes les armes et les médicaments dont ils pourraient avoir besoin, mais ils ne peuvent pas commencer la mission tant qu'ils n'ont pas obtenu un autre parchemin de sortie. Ces parchemins sont assez rares, donc même avec l'aide de Benwood, il n'y a aucune garantie qu'ils en trouveront un à temps. C'est alors que quelqu'un frappe à leur porte. Yuka va voir qui c'est et rencontre Lucent, le chef du groupe de rang A, Scoria. Il a entendu que Yuka avait besoin d'un parchemin de sortie, et il se trouve qu'il en a un sous la main, alors il est là pour le lui donner. Mais avant de le faire, il demande à Yuka pourquoi il retourne dans le donjon achromatique. Yuka lui explique qu'il va sauver un ami en danger, et c'est tout ce que Lucent a besoin d'entendre. Il lui remet le parchemin et lui souhaite bonne chance. Avec cela, Yuka et les autres se rendent à l'entrée du donjon achromatique, mais Benwood et Mamar les y attendent et leur annoncent que le conseil a décidé qu'il était trop dangereux d'envoyer une équipe de secours pour sauver Jamie. Cela dit, Benwood n'a pas l'intention de les empêcher d'y aller, mais il sera obligé de les sanctionner à leur retour. Yuka est d'accord avec cela, car la vie de Jamie est en jeu. Benwood demande à Yuka s'il sait même où chercher Jamie là-bas, et bien que Yuka ne soit pas tout à fait certain, il est convaincu que tout va s'arranger. D'après ce qu'il a appris sur le donjon achromatique, c'est un donjon qui vous emmène dans des mondes entièrement différents, et il est presque sûr que le monde dans lequel vous atterrissez est déterminé par les pensées subconscientes de l'aventurier. C'est pourquoi, lorsque Benwood et Mamar sont entrés dans le donjon en croyant que c'était le donjon le plus dangereux qui soit, c'est exactement ce qu'ils ont obtenu. Mais lorsque Yuka et son groupe sont entrés avec l'objectif de rechercher des anomalies, ils ont rencontré l'endroit le plus anormal possible. En suivant cette logique,
s'ils entrent dans le donjon avec l'objectif de trouver Jamie, le donjon devrait les conduire directement à l'endroit où elle se trouve. Le groupe entre dans le donjon et se précipite pour vaincre les monstres du premier étage aussi vite que possible. Maintenant qu'ils ont nettoyé le premier étage, ils descendent l'escalier en espérant que cela les mènera directement à l'étage où Jamie est coincé, et il semble que cela ait fonctionné, car ils atterrissent sur un nouvel étage. Jamie doit donc être quelque part par ici, mais cet endroit met tout le monde mal à l'aise, car il semble avoir été complètement détruit. Silk suggère qu'il devrait se dépêcher de trouver Jamie pour pouvoir partir au plus vite. C'est alors que Nen repère une traînée de sang menant à un immeuble d'habitation. Le groupe la suit et trouve Jamie gravement blessée et en train de saigner près d'un puits. Mais elle n'est pas seule, Simone apparaît soudainement, et Yuka est choqué de le voir, car il n'y avait aucun moyen qu'il survive au donjon après toutes les blessures qu'il a subies. Alors que Simone s'approche, tout le monde est sur le qui-vive, car il était déjà assez dangereux en tant qu'humain, mais maintenant, il est devenu quelque chose d'autre. C'est la même sensation qu'ils ont eue lorsqu'ils ont affronté le traqueur d'ombre, ce qui amène Yuka à comprendre ce qui a dû se passer. Parmi les artefacts que Bezio a donnés à Simone, il y en avait un particulièrement dangereux, et Simone a dû l'utiliser pour se transformer en mort-vivant afin de rester en vie. Et Simone est toujours déterminée à faire souffrir Yuka pour tout ce qu'il a enduré. Marina charge pour essayer d'arrêter Simone, alors Yuka lui donne un boost d'enchantement physique alors qu'elle entre en collision avec lui. Simone surpasse toujours Marina en force, donc il est difficile pour elle de progresser contre lui, mais elle est assez rapide pour lui infliger un coup et lui trancher le bras avant de battre en retraite. Un bras manquant serait normalement synonyme de défaite pour Simone, mais maintenant qu'il est mort-vivant, il régénère facilement son bras comme si de rien n'était. Simone leur dit fièrement qu'il est devenu immortel, donc peu importe ce qu'ils essaient, ils ne pourront jamais le tuer, et Simone ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tué Yuka. Il lance une explosion d'énergie sur le groupe, alors Yuka sort un parchemin de bouclier de lumière pour protéger tout le monde. Yuka a peut-être détesté Simone, mais il n'a jamais voulu le tuer. Cependant, cette chose n'est plus humaine, donc il n'a d'autre choix que de la battre pour sauver Jamie. Simone charge sur Yuka, mais Yuka l'esquive et lance un sort de piège. Marina et Nen courent alors pour frapper, tandis que Silk et Rin lancent des sorts pour ralentir Simone, mais cela ne fonctionne pas. Simone parvient à se libérer instantanément, alors Yuka charge à nouveau et commence à le taillader, mais peu importe à quel point Yuka blesse Simone, ce dernier se régénère simplement des dégâts, alors il dit à Yuka qu'il perd son temps. Avec ce corps immortel, Simone se croit invincible, et il a l'intention de faire en sorte que Yuka et ses amis ne sortent jamais vivants d'ici. Yuka repense à son enfance, lorsque Simone était encore une personne décente, et il n'arrive pas à croire que Simone soit vraiment devenu ce fou furieux devant lui. Mais ce qui est fait, alors Yuka brandit son épée et se prépare à en finir. Il invoque le pouvoir de la marque de Perséphone et commence à lancer son sort d'attaque le plus puissant. Simone ne prend même pas la peine d'essayer de l'interrompre, car il est sûr qu'aucun sort au monde ne pourra jamais le tuer. Yuka termine son incantation et lance missile prismatique sur Simone, et au début, cela ne semble rien faire, alors Simone rit et dit à Yuka qu'il ne peut rien faire pour le tuer. Et bien que cela puisse être vrai, Yuka lui dit qu'il va bientôt souhaiter pouvoir mourir. Simone ne comprend pas ce que Yuka veut dire, mais soudain, sa tête explose de l'intérieur. Le corps de Simone essaie de se régénérer, mais il continue d'exploser encore et encore, alors Simone hurle de douleur. Yuka se retourne pour partir, et Marina lui demande s'il ne va pas achever Simone, mais Yuka répond qu'il ne peut pas, car Simone est vraiment immortel. Le sort qu'il a lancé est une version modifiée de missile prismatique, qui, en théorie, restera actif jusqu'à ce que sa cible meure. Donc, avec le corps immortel de Simone, il est condamné à souffrir éternellement. Yuka se sent mal pour ce qu'il vient de faire, mais il n'avait pas d'autre choix. Il se dirige ensuite vers Jamie pour vérifier son état, mais cela ne semble pas bon. Rin essaie depuis un moment de lancer des sorts de guérison sur Jamie, mais cela ne fonctionne pas. Yuka demande à Rin si elle a encore des potions de soins, et elle en a, mais même la potion de soins ne fonctionne pas. Jamie leur explique que c'est un effet de l'épée magique de Simone, donc aucun sort de guérison ne pourra jamais refermer la blessure. Elle dit à Yuka que c'est la fin pour elle, mais Yuka refuse de la laisser mourir, alors il décide d'utiliser la marque de Perséphone. Il ne sait pas si cela fonctionnera, mais il pose la main de Jamie sur la marque et lance des envoûtements sur elle, ce qui lève avec succès la malédiction de l'épée de Simone. Jamie est soulagée que Yuka ait réussi à la sauver, mais elle a perdu beaucoup de sang, alors elle finit par s'évanouir. Yuka s'inquiète pour elle, mais Rin dit qu'elle devrait aller mieux après un peu de repos. Maintenant que tout le monde est en sécurité, Nen dit qu'il devrait se dépêcher de partir, car la nuit vient de tomber et une tonne de traqueurs d'ombre apparaissent. Un traqueur d'ombre repère Simone au sol, souffrant, et il décide d'ajouter à sa souffrance en le déchirant encore et encore. Yuka se sent toujours coupable d'avoir causé la souffrance éternelle de Simone, mais il n'y a plus rien à faire pour lui, alors Yuka sort le parchemin de sortie et dit adieu à celui qui était autrefois son ami. Après le retour,
Yuka et Jamie sont convoqués par Ben Wood, qui leur dit qu'en tant que maître de guilde, il est obligé de punir Clové pour leurs actions. Yuka s'y attendait, car ils sont entrés dans un donjon qui était censé être scellé, mais la seule punition que Ben Wood inflige à Clové est une suspension d'1 mois. Yuka est surpris que ce soit tout, mais Ben Wood se tourne ensuite vers Jamie et, en tant qu'ancien membre de Thunderpike, il est obligé de la punir pour son rôle dans les crimes du groupe, mais elle ne reçoit qu'une suspension d'1 an. Jamie demande s'il est sûr qu'elle devrait s'en tirer à si bon compte, car Thunderpike a fait beaucoup de choses horribles, et elle a été complice de la plupart d'entre elles, donc elle était sûre qu'elle serait exilée. Mais bien que cela puisse être vrai, Mamar explique que Jamie a gagné une certaine clémence en fournissant des preuves des crimes de Thunderpike, et elle n'a jamais directement participé à aucune de leurs activités illégales, donc il n'y a pas besoin de la punir davantage. En quittant la guilde, Jamie s'excuse auprès de Yuka car Clové a été punie pour être venue la sauver, mais Yuka lui dit de ne pas s'inquiéter. Jamie répond qu'elle ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter, car elle a profité de la gentillesse de Yuka pendant si longtemps. Elle est dégoûtée par elle-même d'avoir simplement suivi tous les abus que le groupe a infligés à Yuka. Elle lui demande s'il pense qu'elle peut changer, mais Yuka lui dit qu'elle a déjà beaucoup changé, car elle vient de s'excuser auprès de lui et ils ont une conversation normale. Honnêtement, Yuka se demande parfois si les choses auraient pu être différentes s'il avait été plus vocal à propos de tout ce qu'il a fait pour aider Thunderpike à l'époque, mais il ne sert à rien d'y penser maintenant. Il demande à Jamie si elle est prête à rentrer chez elle, car il est sûr que son frère l'attend. Elle le remercie une dernière fois, et ils se séparent. Yuka rencontre ensuite Mamar pour lui annoncer qu'il souhaite inviter Nen à devenir membre permanent de Clové. Mamar est ravie d'entendre cela, mais elle demande à Yuka s'il est sûr que Nen pourra s'intégrer au sein de Clové. Yuka lui répond que Nen s'est si bien adapté qu'il avait oublié qu'elle n'était là que temporairement. Convaincu par l'assurance de Yuka, Mamar propose de commencer immédiatement les démarches administratives. Yuka suggère cependant d'attendre la réponse de Nen, car il ignore encore si elle acceptera son offre. Mamar lui rétorque qu'il n'y a aucune chance que Nen refuse, mais si Yuka tient à lui demander lui-même, il peut le faire, car Nen a écouté toute leur conversation en secret. Elle tente de se justifier en disant qu'elle était venue transmettre un message à Yuka, mais Mamar la réprimande tout de même pour avoir espionné et s'être fait prendre aussi facilement. Puisque Nen est là, Yuka lui demande directement si elle souhaite rejoindre Clové de manière permanente, et Nen accepte avec enthousiasme. Mamar, heureuse pour elle, l'embrasse et l'encourage à donner le meilleur d'elle-même aux côtés de Yuka et de ses compagnons. En quittant le bureau de Mamar, Yuka interroge Nen à propos du message qu'elle devait lui transmettre. Nen lui remet alors une lettre de Silk. Dès que Yuka la lit, il comprend de quoi il s'agit. Nen lui demande des explications, et Yuka lui propose d'aller rendre visite à Jamie. Jamie est en train de faire du rangement dans le bureau privé de Ben Wood. Lorsque Yuka arrive, il lui dit qu'il est impressionné par la facilité avec laquelle elle s'acquitte de cette tâche. Ben Wood avait apparemment renoncé à maintenir cet endroit en ordre il y a des années, ce qui explique pourquoi il est devenu si désorganisé. C'est pour cela qu'il a engagé Jamie pour tout remettre en état. D'ailleurs, Jamie profite de l'occasion pour remercier Yuka, car elle sait que c'est lui qui l'a recommandé pour ce travail. Yuka feint l'ignorance, mais Jamie est certaine qu'il y est pour quelque chose, et elle lui est très reconnaissante. En effet, avec sa suspension d'1 an, avoir une autre source de revenus lui est très utile. Elle demande ensuite à Yuka s'il y a une raison particulière à sa visite. Yuka lui explique que Silk souhaite discuter avec elle et lui demande si elle peut passer à leur base après le travail. Jamie accepte, mais elle ignore pourquoi Silk veut la voir, et Yuka ne souhaite pas lui donner plus de détails. Une fois sa journée terminée, ils rentrent tous chez eux, mais il fait très froid, car c'est l'hiver. Cette ville ne reçoit pas beaucoup de neige, mais dans la ville natale de Yuka, il neigeait souvent, et il se souvient des batailles de boules de neige qu'il faisait avec Simone lorsqu'ils étaient enfants. Ces souvenirs le rendent un peu nostalgique, alors Jamie et Nen essaient de le remonter le moral. Ils arrivent finalement à la maison de Clové, et Yuka demande à Nen et Jamie d'entrer en premier. Nen et Jamie sentent que Yuka prépare quelque chose, car il n'agit pas habituellement ainsi, mais elles ne savent pas de quoi il s'agit, alors elles entrent. Cependant, dès qu'elles franchissent le seuil, elles sont accueillies par une fête organisée pour célébrer leur intégration officielle dans Clové. C'est pour cela que Silk avait envoyé Nen en mission plus tôt, afin qu'elle ne découvre pas la surprise. Nen est ravie de devenir officiellement membre de Clové, mais Jamie ne sait pas quoi ressentir. Yuka ne lui a jamais demandé si elle souhaitait rejoindre le groupe, alors il craint d'avoir outrepassé ses limites en l'ajoutant à l'équipe. Mais ce n'est pas le problème. Jamie est heureuse que Yuka l'ait invitée, mais elle ne pense pas mériter une telle gentillesse après tous les ennuis qu'elle leur a causés. Les autres membres de Thunderpike ont commis de nombreuses actions répréhensibles, et pour la plupart, elle est restée passive et a tout observé sans intervenir. Silk lui dit qu'elle n'a pas à se sentir coupable, car c'est elle qui les a sauvés de Simon et des autres au moment crucial. Ils lui doivent la vie, et en tant que vétérane expérimentée, ils seraient ravis de l'avoir dans leur groupe. Sur ce, il est temps de commencer la fête d'accueil,
et tout le monde s'assoit autour de la table pour le festin. Yuka s'apprête à porter un toast en l'honneur de Jamie et Nen, mais avant qu'il ne le fasse, Marina a une question. La raison pour laquelle ils ont nommé leur groupe Clové, Trèfle, était qu'ils étaient 4 à l'origine, mais maintenant ils sont 6, et elle se demande si les trèfles à 6 feuilles existent vraiment. Yuka n'en sait rien, mais Jamie leur explique que les trèfles à 6 feuilles existent bel et bien, et que dans le langage des fleurs, ils symbolisent la gloire. Marina est impressionnée que Jamie connaisse autant de choses sur les fleurs, et la gloire est un bon symbole pour le groupe. Ils portent donc tous un toast au nouveau Clové. Plus tard dans la soirée, Yuka raccompagne Jamie chez elle. En marchant, Yuka se remémore le passé. Il lui confie qu'à son arrivée en ville, il l'admirait un peu. Jamie est surprise d'entendre cela, mais Yuka lui explique qu'elle dégageait une vraie vibe de fille de la ville, et en tant que garçon de la campagne, elle lui semblait très glamour. Bien sûr, depuis, Yuka a perdu une grande partie de cette innocence, mais Jamie se souvient qu'il était bien plus mignon à l'époque. Comme il n'avait jamais vu une ville auparavant, il avait du mal à comprendre comment utiliser les pompes à eau ou à se repérer dans les rues. Yuka n'aime pas se rappeler à quel point il était naïf à l'époque. D'ailleurs, Simone venait du même village que lui, et il était tout aussi perdu que Yuka. Évoquer Simone met Yuka de mauvaise humeur, alors Jamie lui demande s'il repense souvent au passé. Yuka avoue avoir de nombreux souvenirs heureux avec Thunderpike, mais il sait qu'il ne pourra jamais revivre ces moments, car Thunderpike n'existe plus, et il se sent un peu responsable de la façon dont les choses ont tourné. Jamie lui dit que ce n'est pas de sa faute. Les autres membres sont progressivement devenus aveugles à tout ce que Yuka faisait pour soutenir le groupe, et même s'il avait essayé de leur expliquer, ils ne l'auraient pas écouté. Thunderpike était condamné à l'échec dès le début, alors Jamie répète à Yuka que la faute repose entièrement sur Thunderpike, mais elle espère qu'il lui donnera une chance de recommencer. Une fois sa suspension terminée, elle promet de travailler dur pour l'équipe et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Après avoir raccompagné Jamie, Yuka retourne à la maison, mais il ne trouve que Rin. Il lui demande où sont passés les autres, et elle lui explique que Silk et Marina sont allés aider Nen à déménager ses affaires de chez Mamar. Yuka trouve cela étrange, car ils auraient pu attendre le lendemain matin, mais Nen tenait à le faire dès que possible. Ils ont joué à pierre-papier-ciseaux pour décider qui devait faire le ménage, et Rin a perdu, alors elle est restée. Yuka propose de l'aider, puis il commence à essuyer les assiettes que Rin lave. Après quelques minutes, Rin plaisante en disant qu'il ressemble à un couple marié. Yuka est tellement surpris qu'il manque de faire tomber l'assiette qu'il tenait, mais Rin boude un peu, car il n'avait pas besoin de réagir ainsi. Elle lui demande s'il aimerait qu'elle devienne sa femme, et sans hésiter, Yuka répond qu'il adorerait. Il prend alors la main de Rin, mais il ne sait pas quoi faire ensuite, alors Rin prend les devants et l'embrasse, lui disant que c'est ainsi qu'elle se sent. Mais avant que Yuka ne puisse répondre, les autres rentrent et demandent son aide pour porter les affaires de Nen, alors il se précipite hors de la cuisine. Quelques semaines plus tard, la suspension de Clové prend enfin fin, et Yuka se rend à la guilde pour parler à Mamar. Mamar lui demande s'il est là pour choisir une quête, mais Yuka répond qu'il est simplement venu dire bonjour. Cependant, l'expression de Mamar lui laisse entendre qu'elle a une quête intéressante à lui proposer. Elle se penche pour lui donner les détails, un nouveau donjon a été découvert le long des rives de la Crin, et cela fait plus de 10 ans qu'un nouveau donjon n'a pas été trouvé. C'est une nouvelle majeure. Mamar suggère que Clové pourrait l'utiliser pour leur retour, car explorer un nouveau donjon susciterait beaucoup d'enthousiasme. Yuka adore l'idée, mais il trouve presque trop beau que Clové reçoive une telle opportunité juste après leur suspension. Mamar explique que, comme Yuka et les autres ont si bien mené l'enquête sur les ténèbres achromatiques, l'Académie royale a pensé qu'il serait judicieux de leur confier l'exploration de ce nouveau donjon. La demande vient directement du royaume, et la récompense sera généreuse. Yuka est honoré, mais cette décision est trop importante pour qu'il réponde seul, alors il promet de donner une réponse après en avoir discuté avec son équipe. Un peu plus tard, Yuka rentre chez lui et trouve Marina en train de polir son équipement sur la table. Elle devine immédiatement que Yuka a trouvé une quête intéressante. Yuka confirme et lui demande où sont les autres pour en discuter. Marina lui dit que Rin est dans le bain, que Silk est dans sa chambre, et que Nen est parti faire des courses. Yuka décide d'attendre l'heure du dîner pour en parler à tout le monde. Marina annonce qu'elle va passer à la guilde un moment, car Jamie a quelque chose de cool à lui donner, mais elle promet de rentrer à temps pour le dîner. Peu après, Rin sort de la salle de bain et salue Yuka, mais ses cheveux sont encore mouillés. Elle s'assoit et demande à Yuka de les sécher pour elle. Yuka accepte sans objection, et pendant qu'il s'occupe de ses cheveux, Rin lui demande s'il a trouvé une nouvelle quête, car elle voit qu'il a l'air plus heureux que d'habitude. Yuka ne comprend pas comment les filles arrivent à deviner cela rien qu'en le regardant, mais il confirme qu'il a bien trouvé une nouvelle quête. Cependant, avant d'en parler, Rin devra apprendre à sécher ses cheveux toute seule. Rin répond qu'elle en est capable, mais qu'elle voulait juste que Yuka le fasse pour elle cette fois. Une fois ses cheveux secs, Rin annonce qu'elle va faire une sieste, et Yuka lui rappelle de se couvrir pour ne pas attraper froid. Rin l'invitait alors à venir la réchauffer dans son lit s'il est si inquiet.
Yuka reste figée, mais Rin lui avoue qu'elle le taquinait juste pour voir sa réaction. Après le départ de Rin, Silk arrive avec 2 tasses de chocolat chaud, car il fait très froid. Ils s'assoient ensemble pour boire le chocolat, et à l'expression de Yuka, Silk devine qu'il a trouvé une bonne quête. Yuka ne comprend toujours pas comment tout le monde arrive à le deviner, mais il décide de lui en parler pour avoir son avis. Il lui explique qu'un nouveau donjon a été découvert et qu'on leur a demandé de l'explorer. Silk pense que c'est une excellente opportunité pour Clovey, mais elle dit à Yuka que c'est à lui de prendre la décision, car il est le leader du groupe. De plus, à son air excité, elle sait déjà qu'il veut accepter la quête. Yuka admet qu'il est vraiment enthousiaste et annonce qu'il retournera à la guilde pour obtenir les détails de la quête. Pendant son absence, il demande à Silk de vérifier s'ils ont assez de provisions pour une expédition dans le donjon. Silk accepte, mais elle demande aussi à Yuka d'aller parler à Jamie pendant qu'il est à la guilde. Yuka ne voit pas d'inconvénient, mais même s'ils acceptent la quête, ils ne pourront pas emmener Jamie, car elle est toujours suspendue. Cependant, ce n'est pas ce que Silk voulait dire. Elle organise une fête pour ce soir afin de célébrer la fin de la suspension de Clovey, et elle voulait que Yuka invite Jamie et son frère. Elle lui demande aussi de lui accorder un peu d'attention de temps en temps, car elle pourrait devenir jalouse si Rin est la seule à recevoir un traitement spécial. Yuka reste figée, mais Silk lui dit qu'elle plaisante et le pousse à partir pour la guilde. Une fois que Yuka a officiellement accepté la quête, tous les membres de Clovey montent dans un carrosse et se dirigent vers la ville de Duna. Marina est excitée, car c'est la première quête qu'ils entreprennent depuis l'incident du donjon achromatique. Silk lui rappelle qu'elle devrait prendre cette quête au sérieux, car ce n'est pas un jeu, mais Marina répond qu'elle la prend très au sérieux et elle ne peut simplement pas s'empêcher d'être enthousiaste à l'idée d'explorer un nouveau donjon et de faire le voyage de 2 jours jusqu'à Duna. Silk admet que c'est excitant de découvrir de nouveaux endroits, et tous les autres partagent ce sentiment. Rin demande si Duna possède des artefacts intéressants, et Yuka pense que oui, car le pays voisin, la Samutari, est particulièrement réputé pour son alchimie. Après un long voyage, le groupe arrive enfin à Duna, et la ville est aussi incroyable qu'il l'espérait. Yuka propose donc qu'ils puissent l'explorer une fois installés en ville. Rin remarque qu'il y a beaucoup d'aventuriers ici, et Yuka lui explique que c'est probablement parce que la rumeur du nouveau donjon s'est répandue, attirant même des gens d'autres pays. Rin lui demande comment il le sait, et Yuka lui montre 3 hommes portant des capes, expliquant qu'ils viennent de Samutari. Il peut le deviner grâce aux motifs sur leurs capes, qui représentent leur famille, car en Samutari, la lignée familiale est très importante. Marina trouve les capes assorties vraiment cool et demande à Yuka s'il peut en créer de similaires pour leur groupe. Yuka pense que c'est une bonne idée, et s'ils doivent fabriquer des capes assorties, il pourrait aussi leur ajouter un enchantement utile. Ils arrivent bientôt à la guilde des aventuriers de Duna, et Yuka annonce que lui et Silk iront rencontrer le maître de guilde, pendant que les autres pourront explorer la ville et recueillir des informations utiles. Yuka et Silk se rendent ensuite au bureau du maître de guilde, où ils rencontrent Maniela. Yuka et Silk se présentent comme le leader et le sous-leader de Clovey, et Maniela est ravie de voir qu'ils ont de si bonnes manières. Yuka a déjà compris l'essentiel de la quête grâce à Benwood, mais il souhaite confirmer quelques détails avant de commencer l'exploration, comme la cartographie du donjon. Maniela lui dit qu'il peut cartographier s'il le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire, car la guilde enverra plus tard des gens pour le cartographier entièrement. Ensuite, Silk demande quelle est la politique concernant les objets trouvés dans le donjon, et Maniela leur répond qu'ils peuvent garder ce qu'ils trouvent, mais qu'ils devront les faire identifier une fois sortis du donjon, au cas où il s'agirait d'objets dangereux. Yuka commence à regarder Maniela avec méfiance, et elle le remarque, mais elle comprend sa suspicion, car c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Yuka s'excuse pour son comportement impoli, mais Maniela lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle dit qu'elle a hâte de travailler avec Yuka et son groupe, et à ce propos, elle veut savoir quand il prévoit d'entrer dans le donjon. Silk lui répond qu'il compte commencer dans 3 jours, afin de se reposer et de se préparer correctement pour l'exploration, et Maniela trouve que c'est une excellente décision. Elle comprend pourquoi Benwood fait autant confiance au groupe de Yuka. Elle explique à Yuka qu'elle et Benwood ont une longue histoire ensemble, et qu'en fait, elle faisait partie du groupe qui a foulé pour la première fois les terres de l'obscurité achromatique. Cela signifie aussi qu'elle était une bonne amie de l'oncle de Yuka, alors elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'être si tendu en sa présence. Comme ils ont dû venir de loin, elle a pris la peine de trouver un logement pour le groupe pendant leur séjour à Duna, et elle remet à Yuka une carte qui les y mènera. Yuka la remercie pour ce geste aimable, mais Maniela est simplement heureuse de pouvoir aider. Une fois la réunion terminée, Silk et Yuka se dirigent vers la guilde des aventuriers pour retrouver les autres. En chemin, Silk pousse un soupir de soulagement, car elle était très nerveuse pendant leur conversation avec Maniela. Ils arrivent bientôt à la guilde des aventuriers, mais il semble y avoir une grande agitation. Marina et les autres se sont disputés avec les Samutariens rencontrés plus tôt, et tout le monde dans le bar regarde avec intérêt pour voir ce qui va se passer. Marina demande aux hommes de la laisser tranquille, mais les Samutariens ne parlent pas la même langue et pensent qu'elle vient d'insulter leur lignée familiale, prêts à en découdre.
Avant que la situation ne dégénère, Yuka intervient et demande ce qui se passe. Rin explique que ces hommes n'arrêtaient pas de lui demander de leur servir à boire, alors Yuka tente de calmer le jeu pour éviter que quelqu'un ne soit blessé. Il parle un peu le samutarien, alors il essaie de leur expliquer que ce sont ses amis, pas des servantes, mais il dit par erreur, ce sont mes épouses, et je couche avec elles chaque nuit. En entendant cela, les samutariens reculent calmement, réalisant leur méprise, et maintenant que le conflit est terminé, les spectateurs se dispersent. Silk demande si Marina et les autres vont bien, et a par l'un des samutariens qui a touché l'épaule de Marina, tout va bien. Dans le carrosse qui les mène à leur auberge, Yuka explique que la Samutari est un pays où les femmes n'ont pas de droits et sont considérées comme des propriétés. Ce n'est pas bien, mais c'est ainsi que les choses fonctionnent ici, ce qui explique pourquoi ces hommes pensaient avoir le droit de donner des ordres à Marina et aux autres. Mais si c'est vrai que les femmes sont considérées comme des propriétés ici, Silk ne comprend pas pourquoi ils ont abandonné si facilement quand Yuka est arrivé. Yuka explique que la loi dans ce pays est étroitement liée à leurs croyances religieuses, donc quand il a dit que Marina et les autres étaient ses épouses, il revendiquait en quelque sorte leur propriété. Selon la loi samutarienne, on ne peut pas essayer de voler la femme d'un autre homme, sous peine d'être puni et de voir tous ses biens confisqués. Cela fait réfléchir Marina, qui dit à Yuka qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des équipements assortis, car ainsi tout le monde saura qu'elles appartiennent à Yuka, et elles n'auront plus à faire face à des samutariens arrogants. Yuka comprend ce qu'elle veut dire, mais il n'aime pas l'idée de posséder qui que ce soit parmi les filles. Finalement, ils arrivent à leur logement, où ils sont accueillis par Fina, la propriétaire de l'auberge. Elle leur dit qu'elle sera leur hôtesse pendant la durée de leur séjour, et qu'ils peuvent lui demander tout ce dont ils ont besoin. Yuka se présente comme le leader de Clovey, mais Fina sait déjà qui il est, car elle est une grande fan de Clovey. Silk trouve cet endroit incroyable, car pour une raison inconnue, les esprits y sont incroyablement stables, comme s'il s'agissait d'un sanctuaire. Fina est ravie de l'entendre, et elle rappelle à tout le monde qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des frais, car la guilde couvrira toutes leurs dépenses. Elle leur dit aussi que l'auberge entière a été réservée pour leur groupe pendant la durée de leur mission, car Fina a pensé que Silk serait mal à l'aise en présence d'inconnus. Silk la remercie pour cette attention, car elle est encore un peu nerveuse d'être dans un pays étranger. Fina dit au groupe qu'ils peuvent se reposer dans la chambre de leur choix, mais pour l'instant, elle aimerait leur montrer l'attraction principale de l'auberge, le jardin sur le toit avec un bain thermal. Elle explique que cela peut soulager leur fatigue et que c'est bon pour la peau, alors ils peuvent en profiter quand ils le souhaitent. Nen est excitée à l'idée du bain thermal, mais Yuka et les autres sont terrifiés, car ils ne savent pas ce que c'est. Nen leur explique que c'est essentiellement un bain où l'eau chaude jaillit du sol. Cela les effraie encore plus, car ils craignent que l'eau chaude ne les brûle vifs, mais Nen leur assure que c'est parfaitement sûr. Elle est surprise que Yuka n'ait jamais entendu parler d'un bain thermal, mais aucune des autres filles non plus, alors Nen suggère qu'ils y aillent tous ensemble pour que ce soit moins effrayant. Après leur bain, tout le monde se réunit dans la salle à manger pour dîner, et Marina adore tous les plats délicieux. Fina vient lui dire qu'elle peut se resservir si elle le souhaite, car elle a vu à quel point Marina aimait manger pendant les streams du donjon, mais cela gêne Marina, car elle ne savait pas que la caméra l'avait filmée en train de manger à ce moment-là. Cependant, elle en veut bien une autre portion. Le lendemain matin, Yuka rassemble tout le monde dans le salon, et comme ils entreront dans le donjon demain, il veut tenir cette réunion pour passer en revue quelques points. Ils vont explorer le nouveau donjon apparu près de la ville, et Yuka prévoit de s'y prendre comme ils l'ont fait avec l'obscurité achromatique. Ils diffuseront la quête en direct tout en essayant de conquérir autant d'étages que possible, mais une fois au 5e étage, il y a de fortes chances que le donjon soit ouvert au public, donc pour l'instant, leur objectif est d'atteindre le 5e étage. La seule information qu'ils ont sur le donjon est que le premier étage est une sorte de voie d'eau souterraine, et en fonction de l'emplacement, ils peuvent deviner quel type de monstre ils pourraient rencontrer. De plus, cette quête sera une course contre 2 autres groupes pour voir qui conquérera le donjon en premier, mais Yuka préfère ignorer cette course. Les autres groupes sont plus expérimentés que Clovey, donc il ne veut pas risquer de se précipiter et de mettre son groupe en danger. Yuka demande s'il y a des questions, alors Marina lève la main et demande quel rythme ils devraient adopter. Yuka lui dit que pour leur premier jour, leur objectif sera de trouver l'escalier menant au 2e étage, et après cela, ils pourront explorer le premier étage de manière plus approfondie. Ils doivent recueillir autant d'informations que possible sur le premier étage, comme sa taille, les types de monstres qui y vivent, et s'il y a un 2e escalier ou non. De plus, comme il y a une cascade près du donjon, l'artefact de navigation de Yuka ne fonctionnera pas ici, donc il aura besoin de Nen pour les guider cette fois. Alors, pour aujourd'hui, tout le monde doit se concentrer sur les préparatifs et se reposer pour être prêt demain. Le lendemain, le groupe arrive au donjon et retrouve Maniela. Elle leur dit que le chalet là-bas est le poste de commandement, et qu'il y a des gens de l'Académie royale sur place, et qu'elle suivra leur expédition depuis le chalet. Yuka demande à Maniela si elle peut vraiment avoir du réseau ici, et elle explique que normalement il n'y aurait pas de signal,
mais les gens de l'Académie royale ont apporté un dispositif magique qui permet de capter. Elle avoue ne pas comprendre comment cela fonctionne, mais elle s'en moque tant que ça marche. Marina demande à Maniela si ce donjon a un nom, car elle ne sait pas comment l'appeler, mais Maniela lui répond qu'il n'a pas encore été nommé, car on ne sait rien de ce qu'il contient. Et qui sait? Si Clové fait du bon travail en explorant le donjon, peut-être qu'ils pourront le nommer. Les 5 membres s'alignent à l'entrée du donjon, et comme cela fait un moment qu'ils n'ont pas exploré de donjon, ils sont tous un peu nerveux mais excités en même temps. Tout est prêt pour qu'ils commencent, alors Yuka lance le stream en direct, et il salue tous leurs fans. Les spectateurs sont ravis de voir un nouveau stream de Clové, alors ils se demandent quel est le thème du jour. Marina annonce qu'ils vont explorer un nouveau donjon à Duna, et comme cela fait plus de 10 ans qu'un nouveau donjon est apparu, ils sont tous impatients de découvrir ce qu'ils pourront trouver. Ils se tiennent tous par la main avant d'entrer.